Va nettoyer la salle de bain, vieille inutile. C'est à ça que tu sers. Cette phrase est restée gravée dans ma mémoire comme une cicatrice qui ne se referme jamais complètement. Elle a été prononcée 3 fois ce soir de Noël. 3 fois. Et à chaque répétition, les rires autour de la table devenaient plus forts, plus cruels, plus naturels. Comme si humilier une femme de 72 ans n'était qu'une plaisanterie de famille. Je m'appelle Elsa Legrosse. J'ai 72 ans. Et ce soir, enfin, je vais raconter ce qui s'est passé lors de ce dîner, ce qui s'est passé après, et pourquoi aujourd'hui, personne ne sait où je suis. Parce qu'il y a des secrets que nous portons seuls pendant des années. Il y a des douleurs que nous avalons avec du vin et des sourires forcés. Il y a des moments où nous réalisons qu'être bonne ne signifie pas être faible. Et il y a des décisions que nous prenons en silence, pendant que tout le monde pense que nous ne sommes que de vieilles femmes invisibles. Ce soir de Noël 2023, j'étais assise au bout de la table de ma propre maison. Non, laissez-moi reformuler. De la maison qui était encore à mon nom, mais qui ne me semblait plus mienne depuis longtemps. La table était dressée avec la porcelaine que j'avais héritée de ma mère. Les verres en cristal brillaient sous la lumière du lustre. La dinde rôtie dégageait cette odeur réconfortante, qui aurait dû ramener des souvenirs heureux. Mais tout ce que je ressentais était une oppression dans la poitrine. À ma droite, Charlène, ma fille unique. 43 ans, cheveux blonds bien coiffés, ongles parfaits en rouge foncé. Elle regardait son assiette. Toujours son assiette quand Mathis commençait. Mathis, mon gendre, 45 ans, avocat, costume impeccable même à la maison. Il présidait la table comme s'il en était le propriétaire. Et peut-être, à ce moment-là, le croyait-il vraiment. Leurs amis riaient. 6 personnes autour de la table, tous plus jeunes, tous prospères, tous complices de cette atmosphère que je ne supportais plus. « Elsa, tu pourrais nous servir plus de vin ?» demanda Mathis, tendant son verre vide dans ma direction sans me regarder. Je me suis levée, j'ai pris la bouteille, j'ai servi, je suis retournée à ma place. « Oh, et pendant que tu y es… » Il fit une pause dramatique, le genre de pause de quelqu'un qui sait qu'il va arracher des rires. « Va nettoyer la salle de bain. Elle est dans un état pitoyable. C'est à ça que tu sers, non ?» La première fois. Les rires ont explosé. Une des amies de Charlène a tapé sur la table. Un autre homme a failli s'étouffer avec son vin. Mathis souriait, satisfait du succès de sa blague. Charlène a baissé la tête. Elle n'a rien dit. J'ai tenu le bord de la nappe par-dessous la table. J'ai serré fort. J'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête. J'ai respiré profondément. Et j'ai souri. Parce que c'était ce que je faisais. Sourire. Avaler. Continuer. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas, ai-je pensé à cet instant. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Parce que peut-être vous qui m'écoutez maintenant connaissez aussi cette douleur. Peut-être vous aussi avez déjà souri pendant que votre cœur saignait. Peut-être vous comprenez ce que c'est d'aimer quelqu'un qui permet qu'on vous blesse. Mais revenons à ce soir-là. Le dîner a continué. Les conversations tournaient autour de voyages chers, de voitures neuves, d'investissements. J'étais là, mais j'étais invisible. Une ombre qui servait la nourriture et ramassait les assiettes. C'était pendant le dessert que Mathis est revenu à l'attaque. « Ah, Elsa, j'ai oublié de te dire. » Il s'est essuyé la bouche avec sa serviette. Théâtrale. « Les toilettes du rez-de-chaussée, vraiment, c'est urgent. Va nettoyer, s'il te plaît. » La deuxième fois, plus de rire. Moins intense, mais toujours là. Comme si c'était acceptable. Comme si c'était normal. Charlène touillait son gâteau sans manger. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait jamais devant Mathis. Je me suis levée. J'ai pris quelques assiettes. Je suis allée à la cuisine. Je suis restée là un moment, les mains appuyées sur l'évier, regardant par la fenêtre le jardin sombre dehors. La maison avait été à Jean-Claude et moi, mon mari. Il est mort il y a 6 ans. Cancer. Rapide et cruel. Quand il est parti, la solitude est entrée comme un vent glacé qui n'est jamais reparti. Charlène est apparue peu après les funérailles avec une proposition. « Maman, pourquoi tu ne viens pas vivre avec nous? Tu ne devrais pas rester seule. » Ça ressemblait à de l'amour. Ça ressemblait à de l'attention. J'ai vendu mon appartement du centre de Paris. J'ai mis l'argent à la banque. Je suis venue vivre avec eux dans cette maison en banlieue. Une maison trop grande, trop moderne, trop froide. Au début, c'était bien. Charlène me parlait encore. Mathis était poli. Je me sentais utile en aidant avec la maison, en cuisinant, en m'occupant des plantes. Mais petit à petit, les choses ont changé. Je suis devenue la domestique non payée, la baby-sitter invisible que personne ne remerciait, la vieille gênante qui prenait de la place. Et ce soir de Noël, tout est devenu clair. Je suis retournée au salon avec du café frais. J'ai posé les tasses délicatement sur la table.
Mathis racontait une histoire sur un client difficile. Tout le monde riait. Puis il s'est arrêté. Il m'a regardé, je ramassais les assiettes sales, et il a dit assez fort pour que tout le monde entende « Elsa, sérieusement, va nettoyer la salle de bain. Vieille inutile, c'est à ça que tu sers. » La troisième fois. Le silence n'a duré que 2 secondes. Puis sont venus les rires, plus forts, plus longs, comme si c'était l'apogée de la comédie de la soirée. Charlène a enfin levé les yeux. Elle a croisé les miens. Et ce que j'ai vu là m'a brisé d'une manière que même la mort de Jean-Claude n'avait pas réussi. De la honte, mais pas à cause de lui. De la honte de moi. Ma fille avait honte de moi. J'ai souri, parce que c'était ce que je faisais. Mais quelque chose en moi s'est cassé. Pas avec du bruit, pas avec des larmes. C'était silencieux, définitif, comme une porte qui se ferme et ne s'ouvre plus jamais. Et puis, je me suis souvenu du petit carnet bleu que je gardais dans le tiroir de ma chambre, du billet de loterie que j'avais acheté 3 semaines plus tôt, le jour de mon anniversaire, du site que j'avais vérifié ce matin-là, avant que tout le monde se réveille. 27 millions d'euros. J'avais 27 millions d'euros dans la poche de mon tablier. Et personne, absolument personne, n'en avait la moindre idée. Ce soir-là, assise à table pendant qu'il servait du champagne et trinquait à l'avenir brillant de tous, sauf le mien, j'ai pris une décision. Pas avec de la colère, pas avec de la haine, avec de la clarté. Mathis m'a regardé et a dit « Alors, Elsa, tu attends quoi ?» J'ai souri, je me suis levée, j'ai pris mon tablier et j'ai pensé « Attendez seulement, attendez de voir ce qui va se passer. » Il y a des moments dans la vie où nous regardons en arrière et nous nous demandons « Quand ai-je cessé d'être moi-même ? Quand ai-je accepté des miettes au lieu du respect ? Quand l'amour s'est-il transformé en obligation silencieuse ? Pour moi, la réponse a commencé bien avant ce dîner de Noël. Elle a commencé il y a 6 ans, aux funérailles de Jean-Claude. Mon mari a été enterré un mardi froid de mars. Pluie fine, celle qui mouille lentement et pénètre jusqu'aux os. Charlène était à mes côtés, tenant ma main. Mathis, toujours impeccable, s'occupait des salutations, des remerciements, de la logistique. Il était bon à ça, à paraître parfait. Je me souviens d'être revenu à notre appartement ce soir-là. Notre, non, ce n'était plus le nôtre. C'était juste le mien maintenant. Un appartement dans le 6e arrondissement, fenêtre avec vue sur une rue arborée, étagère pleine des livres que Jean-Claude et moi collections ensemble. 43 ans de mariage vécu entre ces murs. Je me suis assise sur le canapé, sans enlever mon manteau. La pluie tambourinait contre la fenêtre. Le silence était assourdissant. Jean-Claude avait été professeur de littérature. Homme doux, grande main, lecture à voix haute avant de dormir. Il m'appelait « mon étoile ». Même dans les derniers jours, quand la maladie avait déjà tout volé, il murmurait encore ce nom. Nous avons eu 3 mois entre le diagnostic et les funérailles. 3 mois où j'ai vu l'homme que j'aimais disparaître petit à petit, comme de l'encre se dissolvant dans l'eau. Charlène venait parfois. Elle apportait des fleurs, restait une demi-heure, avait toujours quelque chose d'urgent qui l'attendait. Mathis ne montait jamais. Il restait dans la voiture, sur son téléphone. Je ne me plaignais pas. Je n'attendais rien. Je tenais juste la main de Jean-Claude et j'essayais d'être forte. Mais après son départ, la solitude est arrivée comme une vague qui vous tire vers le fond de la mer. Vous respirez, mais vous avez l'impression de vous noyer quand même. C'est Charlène qui a apporté la solution. 2 semaines après les funérailles, elle est apparue sans prévenir. Elle s'est assise devant moi avec cette expression que je connaissais depuis qu'elle était enfant. L'expression de quelqu'un qui a déjà pris une décision et attend juste que vous soyez d'accord. « Maman, tu ne peux pas rester ici toute seule. » J'ai regardé autour de moi. Les rideaux encore fermés, les tasses de café froid sur la table, la pile de lettres de condoléances que je n'avais pas le courage d'ouvrir. « Je vais bien, ma chérie, ai-je menti. « Non, tu ne vas pas bien. » Elle a pris ma main. Mathis et moi, on a discuté. On a une grande maison, trop grande pour nous deux. Tu pourrais venir vivre avec nous. On s'occuperait de toi. Tu ne serais plus seule. Les mots ont sonné comme un salut à ce moment-là. Ils s'occuperaient de moi. Je ne serais plus seule. Charlène a continué, enthousiaste. Tu pourrais vendre l'appartement. Ça te ferait un bon capital pour ta retraite. Et tu vivrais avec nous, en famille, comme avant. Comme avant. Cette expression m'a touchée, parce qu'il n'y avait pas de « avant » de famille heureuse entre nous. Charlène avait toujours été distante, même enfant, affectueuse avec son père, polie avec moi, mais distante. Comme si j'étais une obligation, pas un choix. Mais à ce moment-là, encore étourdie par le deuil, j'ai voulu croire. J'ai voulu croire que ma fille m'aimait, qu'elle se souciait de moi, que je ne resterais pas complètement seule dans ce monde. Alors j'ai accepté. J'ai vendu l'appartement pour 350 000 €. J'ai mis l'argent dans un compte épargne. J'ai emballé 43 ans de vie dans des cartons.
J'ai laissé derrière moi les livres de Jean-Claude, les disques vinyles sur lesquels nous dansions le dimanche, les rideaux que j'avais cousus moi-même, et je me suis installée chez eux. La maison était à Maison Laffitte, en banlieue parisienne. Moderne, minimaliste, avec un jardin parfaitement entretenu par un jardinier qui venait 2 fois par semaine. Tout était blanc, gris et beige. Tout était froid et silencieux. Ma chambre était au 2e étage, petite mais suffisante. Un lit, une armoire, un bureau près de la fenêtre. Charlène l'avait décoré avec bon goût. Coussin couleur lavande, une lampe discrète, un vase avec des fleurs séchées. Voilà maman, c'est ton espace. Tu es chez toi ici. Mais je n'ai jamais été chez moi là-bas. Au début, comme je l'ai dit, c'était tolérable, même agréable par moments. Je me réveillais tôt, préparais du café, faisais du pain. Charlène descendait en vitesse, prenait une tasse, m'embrassait distraitement et partait travailler. Mathis ne descendait pas toujours. Quand il descendait, il me faisait juste un signe de tête. Je m'occupais de la maison. Je nettoyais, j'organisais, je cuisinais. Personne ne demandait, personne ne remerciait. Mais je le faisais, parce que j'avais besoin de me sentir utile, parce que j'avais besoin d'un but. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années. Et petit à petit, je suis devenue invisible. Je me souviens d'un soir, peut-être 8 mois après mon déménagement. Je préparais le dîner, coq au vin, une recette que Jean-Claude adorait. J'avais passé tout l'après-midi à cuisiner. La cuisine sentait le vin rouge, le thym et le romarin. Charlène est arrivée avec Mathis. Ils sont entrés en parlant fort, riant de quelque chose qui s'était passé au travail. Ils ne m'ont même pas regardé. J'ai servi le dîner. J'ai posé les assiettes sur la table avec soin. Je me suis assise. « C'est quoi ça ?» a demandé Mathis, regardant son assiette avec une grimace. « Coq au vin », ai-je répondu, essayant de sourire. Une recette traditionnelle. J'ai pensé que on avait prévu de commander des sushis ce soir. Il a poussé l'assiette sur le côté. Mais bon, tant pis, on mangera ça. Charlène n'a rien dit. Elle a juste mangé en silence, regardant son téléphone. J'ai mangé aussi. Chaque bouchée avait le goût de l'humiliation. Ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain avec l'eau de la douche ouverte pour que personne n'entende. Et je me suis demandé, pour la première fois, ce que je faisais là. Mais je n'avais nulle part où aller. Je n'avais plus l'appartement. Je n'avais plus Jean-Claude. Je n'avais plus rien à part cette maison froide et cette petite chambre au 2e étage. Alors, j'ai avalé mes larmes. Je me suis séchée et j'ai continué. J'ai continué à servir. J'ai continué à nettoyer. J'ai continué à être invisible. Les mois suivants ont apporté une escalade silencieuse. Mathis a commencé à me traiter comme une domestique. Pas directement, au début. C'était de petits gestes, de petits mots, de petites humiliations déguisées en plaisanterie. « Elsa, tu pourrais repasser mes chemises ? Elsa, le jardin a besoin d'être arrosé. Elsa, on reçoit des amis ce soir. Prépare quelque chose de bien. » Et je le faisais, toujours. Charlène observait, ne disait jamais rien. Parfois, je voyais une ombre de culpabilité passer sur son visage, mais elle ne disait jamais rien, ne me défendait jamais. Je me demandais, quand ma fille est-elle devenue si lâche? Ou étais-je trop naïve pour remarquer qu'elle avait toujours été ainsi? Il y avait un objet qui m'accompagnait depuis le début, un petit carnet bleu avec une couverture en cuir usé. Jean-Claude me l'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. « Pour tes pensées secrètes ?» avait-il dit. Je ne l'ai jamais utilisé pour des pensées, je l'ai utilisé pour des numéros. Chaque semaine, depuis que j'avais emménagé dans cette maison, j'achetais un billet de loterie. Toujours les mêmes numéros. La date de notre mariage, le jour de l'anniversaire de Charlène, le jour où Jean-Claude est mort. Des numéros qui signifiaient quelque chose. Des numéros qui étaient des souvenirs. Je notais chaque billet dans le carnet bleu. La date, les numéros. La valeur. Une longue liste de petits espoirs qui ne se réalisaient jamais. Mathis a vu le carnet une fois. Il l'a pris de mon bureau sans demander, l'a feuilleté avec dédain et a ri. La loterie? Sérieusement, Elsa? C'est un impôt sur la stupidité. Il a jeté le carnet et est parti. Mais j'ai continué à acheter, chaque semaine. 2 € d'espoir, 2 € de rébellion silencieuse. Et puis, 3 semaines avant ce dîner de Noël, le jour de mon 72e anniversaire, un jour dont personne ne s'est souvenu, pas même Charlène, quelque chose a changé. J'étais au marché. J'avais acheté du pain, du fromage, du vin. En sortant, comme je le faisais toujours, je me suis arrêtée au bureau de tabac. L'homme derrière le comptoir me connaissait. Les numéros habituels, Madame Legrosse? Oui, s'il vous plaît. J'ai pris le billet. Je l'ai mis dans ma poche. Je suis rentrée à la maison. Je l'ai noté dans le carnet bleu. Et j'ai oublié. 3 semaines plus tard, le matin de ce jour de Noël, je me suis réveillée tôt comme toujours. La maison était silencieuse. Charlène et Mathis dormaient encore. J'ai préparé du café.
J'ai allumé la radio doucement, et puis, presque sans y penser, j'ai pris mon téléphone et je suis allé sur le site de la loterie. Je faisais ça parfois. Je vérifiais les anciens numéros. Je ne gagnais jamais rien à part de petits prix, 5 € ici, 10 là. Mais ce matin-là, quand j'ai entré les numéros du dernier billet, l'écran a clignoté. Rouge, doré, feu d'artifice numérique. Félicitations, gagnant du Grand Prix, 27 millions d'euros. J'ai regardé l'écran, j'ai regardé encore, j'ai vérifié les numéros 3 fois, 4 fois. Mon cœur battait si fort que j'ai eu un vertige. J'ai pris le carnet bleu. Le billet était là, gardé entre les pages comme je le faisais toujours. Les mêmes numéros, la même date. 27 millions d'euros. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine. J'ai mis mes mains sur ma poitrine. J'ai respiré profondément. Et pour la première fois en 6 ans, j'ai vraiment souri. Je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé le billet dans la poche de mon tablier. J'ai gardé le secret comme on garde une arme. Parce que quelque chose en moi savait déjà. Quelque chose en moi planifiait déjà. J'ai préparé le dîner de Noël comme toujours. Rôti parfait, table impeccable, sourire d'hôtesse. Et quand Mathis a dit pour la 3e fois « Va nettoyer la salle de bain, vieille inutile », j'ai juste souri, parce que je savais, et il n'en avait aucune idée. Il y a une différence entre être seul et être invisible. Quand Jean-Claude est mort, je suis restée seule. Mais quand j'ai emménagé chez Charlène, je suis devenue invisible. Et l'invisibilité, j'ai découvert, est une forme beaucoup plus cruelle de solitude. Parce que vous êtes là, présente, respirant le même air, mangeant à la même table. Mais personne ne vous voit, personne ne vous entend. Vous devenez partie du mobilier, nécessaire, mais inintéressante. Les 2 années suivant mon arrivée ont été une lente descente vers ce vide. Au début, comme je l'ai raconté, il y avait encore des moments, de petits gestes qui me faisaient croire que j'avais fait le bon choix. Charlène m'appelait du travail pour demander si j'avais besoin de quelque chose. Mathis remerciait quand je pliais ses cravates. Il y avait des dîners où nous parlions de banalités. Le temps, les nouvelles, le jardin. Mais ces moments se sont raréfiés comme des fleurs en hiver. Et ce qui est resté était une routine mécanique, froide, fonctionnelle. Je me réveillais à 6 heures du matin. Toujours à 6 heures. Le soleil dormait encore à l'horizon. La maison était silencieuse, sauf le bourdonnement bas du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge dans le salon. Je descendais les escaliers pieds nus pour ne pas faire de bruit. Je préparais du café, café fort, comme Mathis l'aimait. Je chauffais du lait pour Charlène. Je grillais du pain. Je mettais du beurre, de la confiture de framboise, du miel de lavande sur la table. À 7 heures, Charlène descendait. Cheveux attachés en chignon parfait, vêtements de travail impeccables, talons hauts qui faisaient du bruit sur le sol en marbre. Elle prenait une tasse, buvait 2 gorgées, mangeait une demi-tartine debout et partait sans regarder en arrière. « Bonne journée, maman ». Parfois, elle ne disait même pas ça. Mathis descendait à 7h30. Costume sombre, cravate en soie, parfum qui coûtait plus que ma pension mensuelle. Il se servait sans dire bonjour. Il lisait les nouvelles sur sa tablette. Il ignorait ma présence comme on ignore un meuble. Quand il terminait, il laissait sa tasse sale sur la table et partait. Je restais là, assise au bout de la chaise, regardant les restes du petit déjeuner. Des miettes, des serviettes froissées, l'odeur du café qui refroidissait. Et puis commençait ma vraie journée. Laver la vaisselle, ranger la cuisine, passer l'aspirateur, changer les draps, arroser les plantes, nettoyer les salles de bain. Les 3 salles de bain, y compris celle du 2e étage qu'il n'utilisait jamais, mais qui devait être impeccable au cas où quelqu'un viendrait. Quelqu'un ne venait jamais. À 11 heures, j'allais au marché. Je marchais jusqu'au petit centre commercial à 10 minutes de la maison. J'achetais du pain frais à la boulangerie, des légumes au marché, du fromage à la fromagerie. Les commerçants me connaissaient. Ils étaient polis. Mais j'étais juste une cliente de plus, juste une vieille dame de plus avec son sac à provisions. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Je pense maintenant, en me souvenant de ces jours. Écrivez le nom de votre ville en commentaire, parce que peut-être vous êtes à Paris comme je l'étais, ou peut-être quelque part de loin. Mais je parie que vous connaissez cette sensation d'être fonctionnel, mais pas aimé. Je rentrais à la maison. Je cuisinais. Charlène et Mathis ne déjeunaient jamais à la maison pendant la semaine, alors je mangeais seule, assise dans la cuisine, avec une assiette de soupe ou de salade, regardant par la fenêtre le jardin vide. Parfois, j'allumais la radio, juste pour entendre une voix humaine. L'après-midi, je lisais des livres de la bibliothèque municipale, romans, biographies, poésie. Jean-Claude m'avait appris à aimer la littérature.
Il disait que lire, c'était converser avec les morts, les esprits les plus brillants de l'humanité, préservés dans des pages. Je lisais dans le fauteuil de ma chambre. La lumière de la fenêtre tombait sur les pages, et pendant quelques heures, je n'étais pas dans cette maison froide. J'étais ailleurs, à une autre époque, une autre vie. Mais la réalité revenait toujours. À 18 heures, je commençais à préparer le dîner. Mathis et Charlène arrivaient entre 19 et 20 heures, selon le trafic. Je servais. Ils mangeaient. Ils parlaient entre eux du travail, de gens que je ne connaissais pas, de projets qui ne m'incluaient pas. Je nettoyais la cuisine pendant qu'ils regardaient la télévision dans le salon. Puis, je montais dans ma chambre. Parfois, j'écoutais de la musique. Parfois, je restais juste assise au bureau, regardant le carnet bleu. Et j'achetais mon billet de loterie chaque semaine, religieusement. C'était ma rébellion, mon espoir ridicule, mon secret pathétique. Mais c'était le mien. Avec le temps, Mathis a commencé à me demander des choses. Pas comme des demandes, comme des ordres déguisés en politesse. « Elsa, mes chemises doivent être repassées pour demain. Elsa, les invités arrivent à 8 heures. Prépare quelque chose de raffiné. Elsa, j'ai besoin que tu ailles chercher mon costume au pressing. » Je faisais tout, sans me plaindre, sans questionner, parce que j'avais peur. Peur que, si je disais non, il me demande de partir. Peur de retourner à un appartement vide. Peur d'être complètement seule. Alors j'avalais ma fierté. Et j'obéissais. Charlène observait, voyait tout, mais ne disait jamais rien. Il y a eu un moment, environ 1 an et demi après mon déménagement, où j'ai failli confronter ma fille. C'était un dimanche après-midi. Mathis était sorti jouer au golf avec des clients. Charlène était dans le salon, lisant un magazine de décoration. J'étais dans la cuisine, préparant des biscuits au citron, les mêmes que je lui faisais quand elle était petite. J'ai apporté un plateau au salon. Je l'ai posé sur la table basse. J'ai fait tes biscuits préférés. Elle a levé les yeux du magazine. Elle a regardé les biscuits. Puis moi, maman. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de doux, presque triste. Tu n'es pas obligée de faire tout ça. Mon cœur a bondi. J'ai pensé, enfin elle voit. Enfin elle se soucie. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai pris sa main. Ma chérie, je sais, mais j'aime prendre soin de toi. C'est ce que font les mères. Elle a retiré sa main lentement, pas brusquement, juste inconfortablement. Oui, mais tu exagères parfois. Mathis dit que tu es trop présente, comme si mon existence était envahissante, comme si mon attention était un inconvénient. Je vois, ai-je murmuré. Je me suis levée, j'ai pris le plateau de biscuits. Je suis retournée à la cuisine, et j'ai tout jeté à la poubelle. Ce soir-là, j'ai pleuré encore, mais c'était différent. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la colère contre moi-même, pour avoir accepté, pour m'être diminuée, pour avoir cru que des miettes étaient de l'amour. Et c'est cette nuit-là que j'ai commencé à changer. Pas extérieurement. Extérieurement, je continuais à être la même Elsa, obéissante, silencieuse, invisible. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est durci. J'ai commencé à observer, vraiment observer. J'ai observé comment Mathis me parlait, toujours avec un ton condescendant, comme on parle à un enfant ou à un animal domestique. J'ai observé comment Charlène évitait mon regard, parce qu'elle savait. Elle savait que ce qui se passait était mal, mais c'était plus facile de faire semblant de ne pas voir. J'ai observé comment leurs amis me traitaient quand ils venaient dîner, polis mais distants, comme si j'étais la domestique, parce que c'était ainsi que Mathis et Charlène me présentaient, même sans mots. C'est Elsa, ma belle-mère. Elle vit avec nous, pas ma belle-mère chérie, pas la mère de Charlène, juste Elsa, la belle-mère, celle qui vit avec nous. Et je souriais, je servais du vin, je nettoyais des assiettes et je mourais un peu à l'intérieur à chaque dîner. Les mois ont passé. Le traitement a empiré graduellement. Mathis a commencé à faire des blagues sur mon âge, sur mon apparence, sur mes manies. Elsa et ses billets de loterie. C'est mignon, cette naïveté. Des rires. Elsa qui repasse tout comme au 19e siècle. Tu devrais te moderniser. Plus de rires. Elsa qui cuisine toujours trop. On dirait qu'elle nourrit une armée. Et moi, je souriais. Parce que c'était ce que j'avais appris à faire. Mais je gardais chaque humiliation, chaque rire, chaque mot. Je les gardais au même endroit où je gardais mon carnet bleu. Au même endroit où je gardais mes billets de loterie. Au même endroit où je gardais ce qui restait de ma dignité. Et j'attendais. Je ne savais pas ce que j'attendais, mais j'attendais. Jusqu'à ce que, 3 semaines avant Noël, je me réveille le jour de mon 72e anniversaire. Je suis descendue à 6 heures du matin, comme toujours. J'ai préparé du café comme toujours. J'ai attendu comme toujours. Charlène est descendue à 7 heures. Elle a bu son café. Elle est partie. Elle n'a pas dit joyeux anniversaire. Mathis est descendu à 7h30. Il a lu les nouvelles. Il est parti.
Il n'a rien dit non plus. Je suis restée là, assise dans la cuisine vide, regardant la chaise où Jean-Claude s'asseyait quand il était encore vivant. Et je me suis souvenue de tous les anniversaires avec lui, les petits cadeaux, les baisers, les fleurs. Joyeux anniversaire, mon étoile. Mais Jean-Claude était mort. Et j'étais là, invisible, un jour qui aurait dû être le mien. J'ai mis mon manteau, j'ai pris mon sac, j'ai marché jusqu'au village, j'ai acheté du pain, j'ai acheté du fromage, j'ai acheté une petite tarte aux fraises juste pour moi. Et puis je suis entrée au bureau de tabac. L'homme derrière le comptoir a souri. « Madame Legrosse, ça fait longtemps. Les numéros habituels ? Oui, s'il vous plaît. » J'ai payé mes 2 €. J'ai pris le billet. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans la poche de mon manteau. Je suis rentrée à la maison. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert le carnet bleu et j'ai noté les numéros, comme je le faisais toujours. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je ne sais pas l'expliquer. Peut-être était-ce la solitude de ce jour. Peut-être était-ce le poids accumulé de 2 ans d'invisibilité. Peut-être était-ce juste de l'intuition. Mais quand j'ai fermé le carnet, j'ai murmuré pour moi-même « Si tu gagnes, tu pars ». Ce n'était pas une promesse, c'était une prière. Et 3 semaines plus tard, le matin de Noël, pendant que Charlène et Mathis dormaient encore, j'ai vérifié les numéros. Et l'écran de mon téléphone a explosé en feu d'artifice numérique. 27 millions d'euros. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La liberté. J'ai gardé le billet dans la poche de mon tablier. J'ai préparé le café, le rôti. J'ai décoré la table. J'ai mis la porcelaine de ma mère, celle que j'avais apportée de mon ancien appartement, celle qui valait plus que tout dans cette maison moderne. Et j'ai attendu. J'ai attendu le dîner, les invités, les rires, les humiliations, parce que maintenant j'avais un secret puissant, et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Quand Mathis a dit pour la 3e fois « Va nettoyer la salle de bain, vieille inutile, c'est à ça que tu sers », j'ai juste souri, parce que j'avais déjà décidé. Ce serait le dernier dîner. La dernière humiliation, le dernier jour d'invisibilité. Après cette nuit, Elsa Legrosse disparaîtrait, et il ne me trouverait plus jamais. Il existe un moment dans toute relation toxique où vous réalisez que les signes ont toujours été là, petits, subtils, faciles à ignorer quand vous êtes désespéré d'affection. Mais quand vous regardez en arrière, vous voyez que la traînée de miettes a toujours mené à l'abîme. J'ai choisi d'ignorer ces signes pendant 2 ans. Parce que c'était plus facile de croire à l'illusion que d'affronter la vérité. Parce qu'admettre que ma propre fille ne m'aimait pas serait admettre un échec si profond que je ne sais pas si j'aurais pu y survivre. Mais les signes étaient là. Ils ont toujours été là. Le premier signe est venu 3 mois après mon déménagement. C'était un samedi de juin. Chaleur douce, ciel bleu, ce genre de jour qui demande un pique-nique ou une promenade au parc. Charlène était dans le salon, sur son ordinateur portable. Mathis était sorti. Affaires. Toujours des affaires. Je rangeais les étagères quand j'ai trouvé une vieille boîte dans le placard du couloir. Papier, documents, vieille photographie. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à feuilleter. Il y avait des photos de Charlène enfant, cheveux en tresse, sourire avec des dents manquantes, dans les bras de son père sur une plage de Normandie. J'étais sur la photo aussi, à l'arrière-plan, un peu flou, tenant une serviette. Toujours à l'arrière-plan, toujours flou. J'ai pris une photo où elle avait environ 8 ans. Robe blanche, fête d'anniversaire, gâteau aux fraises. Elle riait, regardant Jean-Claude, qui tenait une bougie allumée. « Charlène, viens voir », ai-je appelé du salon. Elle a levé les yeux de son ordinateur avec cette expression de quelqu'un qui a été interrompu dans quelque chose d'important. Je suis allée vers elle avec la photo à la main. « Regarde comme tu étais mignonne. Tu te souviens de cet anniversaire ?» Elle a regardé la photo, sans sourire, sans cette lueur nostalgique que les souvenirs d'enfance apportent normalement. Oui. Juste ça, oui. C'était une belle journée, non? Papa avait fait ce gâteau immense. Maman, elle a soupiré, de cette façon qui indiquait l'impatience. J'ai du travail. J'ai repris la photo. Je suis retournée dans le couloir. J'ai tout rangé dans la boîte. Et quelque chose en moi a compris. Charlène ne voulait pas de souvenirs, ne voulait pas de passé, ne voulait pas de lien avec moi. Elle voulait une domestique. Et les domestiques ne feuillettent pas les albums de famille. Le deuxième signe est venu 2 mois plus tard. Août. Chaleur insupportable. J'étais dans le jardin, arrosant les hortensias que j'avais plantées près du mur. Charlène et Mathis étaient sur la terrasse, buvant du gin tonic, parlant avec un couple d'amis venus pour le thé de l'après-midi. Je pouvais les entendre. Pas parfaitement, mais suffisamment. La femme, cheveux blonds platine, lunettes de soleil, voix aiguë, a dit quelque chose sur les parents âgés étant un fardeau.
Oh, je te comprends tellement, a répondu Charlène. Je suis restée immobile, le tuyau d'arrosage encore ouvert dans ma main, l'eau coulant sur mes sandales. Ma mère vit avec nous maintenant, a continué Charlène. C'est difficile, a demandé la femme. Il y a eu une pause trop longue. Parfois, Mathis a ri, ce rire métallique, sans chaleur. Disons qu'on a perdu un peu d'intimité. Mais bon, c'est la vie. Ils avaient perdu de l'intimité. J'étais l'envahisseuse, l'intruse dans leur château. Je suis restée là jusqu'à ce que l'eau forme une flaque autour de moi, jusqu'à ce que mes pieds soient complètement mouillés, jusqu'à être sûre que je n'allais pas pleurer devant eux. Puis, j'ai éteint le tuyau. Je l'ai enroulé soigneusement. Je suis entrée par la porte de la cuisine. Je suis montée dans ma chambre et je suis restée assise sur le lit, regardant le mur, pendant des heures. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet bleu. Et j'ai écrit, pour la première fois, quelque chose au-delà des numéros de loterie. Je suis un fardeau. J'ai regardé ces mots. Puis, je les ai gribouillés avec force jusqu'à ce qu'ils soient illisibles. Mais je ne pouvais pas effacer la vérité. Le troisième signe a été plus cruel parce qu'il est venu déguisé en gentillesse. C'était septembre. Je m'étais réveillée avec un mal de tête fort, ce genre qui vous fait sentir que votre tête va exploser. J'avais pris des médicaments, mais ça ne passait pas. À 10 heures du matin, j'étais encore en chemise de nuit, assise dans la cuisine, les mains tenant une tasse de thé froid. Charlène est descendue. C'était dimanche, alors elle était à la maison. Elle m'a vue et a froncé les sourcils. « Maman, ça va ?»« Migraine », ai-je murmuré. Elle a pris un verre d'eau, a apporté 2 comprimés. « Tiens, ça va t'aider. » J'ai pris les médicaments. Elle s'est assise en face de moi. Pendant un moment, j'ai pensé que nous allions parler, qu'elle allait me demander comment j'allais vraiment, qu'elle allait me voir. Mais puis elle a dit « Tu sais, maman, je me demande parfois si tu ne serais pas mieux dans une résidence pour seniors. » J'ai levé les yeux lentement. Elle était sérieuse, sans malice, comme si elle était vraiment inquiète. « Une résidence ? Oui. Un endroit où tu aurais des activités, des gens de ton âge, des soins médicaux. Je n'ai que 70 ans, Charlène. Je sais, mais tu sembles parfois seule. Ici, j'étais seule, complètement seule. Mais ce n'était pas le lieu qui me rendait ainsi. C'était elle, c'était Mathis, c'était l'invisibilité. « Je vais bien », ai-je menti. Elle a soupiré, s'est levée, a embrassé le dessus de ma tête, ce baiser mécanique, automatique, sans affection. On en reparle, et elle est partie. Une résidence pour seniors. Elle voulait me mettre dans une maison de retraite, pour avoir la maison juste pour elle et Mathis, pour se débarrasser du fardeau. Je suis restée assise dans cette cuisine jusqu'à ce que le mal de tête passe, jusqu'à ce que la colère passe, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une clarté froide et tranchante. Je n'avais plus de fille. J'avais une hôtesse impatiente attendant que la visite parte. Les mois suivants ont apporté plus de signes, petits, constants. Comme des gouttes d'eau qui percent la pierre, Mathis a commencé à laisser des notes, littéralement, des petits papiers collés sur le réfrigérateur. Elsa, mes chemises blanches pour mardi. Elsa, le frigo est vide, fais les courses. Elsa, on reçoit jeudi. Prépare quelque chose de correct. Comme si j'étais une employée. Comme s'il y avait une hiérarchie claire, patron et domestique. Charlène voyait les notes, ne disait jamais rien. Il y a eu un soir où ils ont dîné dehors sans me prévenir. Ils sont rentrés tard, joyeux, sentant le vin et le parfum cher. J'avais préparé le dîner, ratatouille, salade, pain maison. Tout était sur la table, froid, intact. « Oh, désolé maman », a dit Charlène, sans paraître le moins du monde désolée. On a décidé d'aller au restaurant à la dernière minute. Mathis est passé devant moi sans rien dire. Il a monté les escaliers, riant de quelque chose sur son téléphone. J'ai tout jeté à la poubelle. Chaque plat, chaque portion. De la nourriture faite avec soin, jetée comme si ce n'était rien. Comme moi. Il y a eu aussi l'épisode de la clé. Un jour, je suis revenue du marché et ma clé ne fonctionnait pas. J'ai sonné. J'ai attendu. Personne. J'ai appelé Charlène. « Ah oui, on a changé les serrures », a-t-elle dit, désinvolte. « Pour des raisons de sécurité, je t'enverrai ta nouvelle clé par la poste. » Je suis restée dehors pendant 2 heures, avec mes sacs de courses. Sous le soleil d'octobre, la clé est arrivée 3 jours plus tard. Et puis, lentement, j'ai réalisé, il me testait. Testait de ma patience, ma soumission, jusqu'où je supporterais. Et je supportais, toujours, parce que je n'avais nulle part où aller, parce que j'avais peur, parce que je nourrissais encore l'espoir pathétique que peut-être, un jour, Charlène se réveillerait et me verrait vraiment. Mais ce jour n'est jamais venu. Novembre est arrivé froid et gris. Les arbres étaient nus, le jardin sans couleur, comme ma vie dans cette maison. C'est ce mois-là que Mathis a commencé avec les blagues. Nous avions des invités, nous avions toujours des invités. Mathis aimait montrer la maison, la nourriture, la vie parfaite.
Et moi, bien sûr, j'étais là pour servir. Pendant le dîner, il a raconté une histoire sur une cliente difficile. Tout le monde a ri. Puis il m'a regardé. Je retirai les assiettes. Et il a dit « Au moins, Elsa ne discute jamais. C'est l'avantage d'avoir une belle-mère muette. » Des rires. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ramassé les assiettes et je suis retourné à la cuisine. Mais mes mains tremblaient. J'ai tenu le bord de l'évier, j'ai respiré profondément. La semaine suivante, une autre blague. Elsa est comme un fantôme. On ne sait jamais qu'elle est là jusqu'à ce qu'on trébuche sur elle. Plus de rire. Et puis, je me demande ce qu'elle fait avec tout son temps, à part attendre qu'on lui demande quelque chose. Chaque blague était un couteau, petit, mais aiguisé. Et Charlène souriait, parfois de façon inconfortable, mais elle souriait. Et jamais elle n'a dit « Arrête, Mathis, c'est ma mère. » Jamais. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Noël. Décembre a apporté de la neige et des préparatifs. Mathis voulait un grand dîner, élégant, impressionnant. « Invite tes amis, a-t-il dit à Charlène. On va montrer à tout le monde comment on reçoit. Et pour moi, Elsa, tu te surpasses cette fois. Compris? J'ai passé des jours à préparer. Menu élaboré, table décorée, porcelaine, cristal, argenterie. Tout parfait. Le matin de Noël, je me suis réveillé tôt. J'ai vérifié mes numéros de loterie, habitude automatique. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai failli m'évanouir. 27 millions d'euros. Je me suis assise. J'ai regardé le billet, puis le carnet bleu. Et puis j'ai compris. La vie me donnait une sortie, un choix. Je pouvais continuer à être invisible. Je pouvais continuer à être le fantôme, la domestique, le fardeau, ou je pouvais disparaître pour de vrai. J'ai gardé le billet dans la poche de mon tablier, bien plié, bien caché, et j'ai fini de préparer le dîner de Noël. À 19h, les invités ont commencé à arriver. 6 personnes, vêtements chers, conversation vide, rire fort. J'ai servi l'entrée, le vin, le plat principal. Et puis Mathis a commencé. Il était animé, il avait beaucoup bu. Ses joues étaient roses, ses gestes exagérés. Pendant le dessert, il m'a regardé. Je ramassais les assiettes sales. Et il a dit assez fort pour que tout le monde entende « Elsa, pendant que tu y es, va nettoyer la salle de bain. Elle doit être dans un état épouvantable. » La première fois. Des rires nerveux. Quelqu'un a dit « Mathis, voyons », mais il a continué. « Non, sérieusement. C'est à ça qu'elle sert, non ?» Plus de rire. Moins nerveux maintenant. Charlène a regardé son assiette, n'a rien dit. J'ai continué à ramasser les assiettes. Je suis retourné à la cuisine. J'ai lavé la vaisselle. J'ai respiré. 15 minutes plus tard, je suis revenu avec du café. « Ah, Elsa !» Mathis a levé sa tasse comme pour un toast. « J'ai oublié de te dire, les toilettes du rez-de-chaussée aussi. Va nettoyer. » La deuxième fois. Des rires pleins maintenant. Les invités étaient à l'aise. L'humiliation était devenue du divertissement. J'ai posé les tasses sur la table, une par une, avec soin, avec précision. Et je suis retourné à la cuisine. Je suis resté là, debout, regardant le tablier accroché au crochet, la poche où le billet était caché. 27 millions d'euros. La liberté. J'ai touché la poche doucement, comme on touche une amulette, et je suis retourné au salon. Mathis racontait une histoire, quelque chose sur le travail. Tout le monde riait. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Il a souri, et il a dit, clair comme du cristal, « Elsa, sérieusement, va nettoyer la salle de bain, vieille inutile. C'est à ça que tu sers. » La troisième fois. Les rires ont explosé. Quelqu'un a tapé sur la table. Un autre a failli s'étouffer avec du vin. Charlène a baissé la tête. Ses épaules étaient tendues, mais elle n'a rien dit. J'ai regardé ma fille, l'homme qu'elle avait choisi, les amis qui trouvaient ça drôle, et j'ai souri. Parce que maintenant je savais exactement ce que j'allais faire. Il y a des moments dans la vie qui semblent suspendus dans le temps. Des moments où vous sentez le poids de chaque seconde, chaque respiration, chaque battement de cœur. Ce dîner de Noël, après la 3e humiliation, a été un de ces moments. J'étais debout à l'entrée de la salle à manger, tous les yeux sur moi, certains riant, d'autres gênés, tous attendant de voir ce que la vieille inutile allait faire maintenant. Mathis souriait encore, satisfait du succès de sa blague. Charlène gardait les yeux fixés sur la serviette sur ses genoux, pliée et repliée nerveusement entre ses doigts. Et moi, j'ai touché la poche de mon tablier. J'ai senti le papier fin du billet de loterie là, caché comme un secret explosif. 27 millions d'euros. Le mot « pouvoir » a pris un nouveau sens à cet instant. Pas le pouvoir de crier, de se battre, de faire une scène, mais le pouvoir du silence. Le pouvoir de savoir quelque chose qu'il ne savait pas. Le pouvoir de choisir le bon moment. Et j'ai choisi d'attendre. Bien sûr, Mathis, ai-je dit doucement. J'ai pris le plateau de tasses sales.
J'ai marché calmement jusqu'à la cuisine. J'ai tout posé dans l'évier. Et je suis restée là, regardant par la fenêtre le jardin couvert de neige, illuminé par les lumières de Noël que j'avais moi-même accrochées 3 jours plus tôt. J'ai respiré profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai souri. Parce que maintenant, j'avais un plan. Je suis retournée au salon. Les invités s'étaient déplacés vers des fauteuils plus confortables. Quelqu'un avait mis de la musique douce. Mathis servait du cognac dans des verres en cristal. Le cognac que j'avais acheté avec mon propre argent, soit dit en passant. Je me suis assise sur la chaise que j'occupais toujours, la chaise contre le mur, loin du cercle principal, la chaise de l'invisible. Et j'ai écouté. Il parlait de voyage. Saint-Tropez, en été. Ski à Courchevel. Une croisière en Méditerranée qu'il planifiait pour le printemps. Bien sûr, ce sera plus facile maintenant qu'on aura plus d'espace, a commenté Mathis, me lançant un regard significatif. Plus d'espace, comme si mon absence était un cadeau qu'ils attendaient. Une des amies de Charlène, Véronique, cheveux courts, lunettes de marque, parfum écœurant, a demandé « Vous avez des projets pour la maison ?» Mathis s'est animé. « Oh oui, on pense transformer la chambre du haut en bureau, un vrai espace de travail, plus professionnel. La chambre du haut, ma chambre. » Il planifiait déjà ce qu'il ferait de mon espace, comme si j'étais déjà partie, comme si mon existence était temporaire, transitoire, jetable. Charlène a bu du vin en silence. Ses yeux ont croisé les miens pendant une fraction de seconde. Il y avait quelque chose là, de la culpabilité, de la honte, mais elle a détourné le regard rapidement. « Et ta mère ?» a demandé Véronique, baissant la voix comme si je ne pouvais pas entendre. Il y a eu un silence bref, gênant. « On réfléchit à des options ?» a répondu Mathis rapidement. « Des options. Comme si j'étais un problème à résoudre, un vieux meuble à jeter. Il y a d'excellentes résidences dans la région, a-t-il continué. Ah oui, ma tante est dans une. Elle adore, a dit un autre invité. Et ainsi, la conversation a continué. Sur moi, devant moi, comme si je n'étais pas là. Comme si j'étais déjà parti. J'écoutais tout, j'enregistrais tout. Et le plan dans ma tête devenait de plus en plus clair. Je n'allais pas faire de scène, je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier pour du respect ou de l'amour qui ne viendrait jamais. J'allais simplement disparaître. Et quand je disparaîtrais, ils comprendraient, trop tard, ce qu'ils avaient perdu. Vers 23 heures, les invités ont commencé à partir. Baisers sur les joues, remerciements enthousiastes pour la merveilleuse soirée. Personne ne m'a remercié. Personne ne m'a dit au revoir. J'étais le fantôme. Et les fantômes ne méritent pas d'adieu. Quand le dernier invité est parti, Charlène a commencé à ramasser des verres. Mathis est monté directement, sans dire bonne nuit. Je suis restée seule dans le salon. J'ai regardé autour de moi. La table en désordre, les assiettes sales, les miettes, le travail qui m'attendait. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai vérifié les numéros encore. Juste pour être sûre. Juste pour m'assurer que ce n'était pas un rêve ou une hallucination. 27 millions d'euros. Réel, vrai, mien. J'ai ouvert le navigateur. J'ai cherché que faire après avoir gagné à la loterie. J'ai lu des articles, des instructions, des conseils d'experts. J'ai appris que j'avais 6 mois pour réclamer le prix, que je devais aller personnellement au siège de la loterie à Paris, que je devais ouvrir un nouveau compte bancaire, que j'avais besoin d'un avocat, d'un conseiller financier. Mais surtout, j'ai appris une chose, le silence. Toutes les sources étaient d'accord. Ne dites à personne. N'annoncez pas, ne célébrez pas publiquement, parce que l'argent change les gens, apporte des parasites, détruit les relations. J'ai souri amèrement. Mes relations étaient déjà détruites. J'ai pris mon carnet bleu, je l'ai ouvert à une page blanche, et j'ai commencé à écrire. Pas des numéros cette fois, pas des souvenirs, mais un plan. Jour 1, 26 décembre, aller à Paris, réclamer le prix, ouvrir un nouveau compte bancaire, trouver un avocat. Jour 2, 27 décembre, chercher un appartement à Venise, j'ai toujours rêvé d'y vivre. Arranger les documents. Jour 3, 28 décembre, faire mes valises, discrètement, écrire une lettre pour Charlène jour 4, 29 décembre, partir, simple, direct, final. J'ai fermé le carnet, je me suis allongée, et pour la première fois en année, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans insomnie. Parce que j'avais un but, j'avais une direction, j'avais une sortie. Le matin suivant, 26 décembre, je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai mis ma plus belle robe, une robe bleu marine que je n'avais pas portée depuis des mois, des chaussures à talons bas, un manteau de laine, des boucles d'oreilles en perles que Jean-Claude m'avait offertes. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait en retour n'était pas la domestique invisible, n'était pas le fantôme. C'était Elsa Legrosse, 72 ans, veuve,
mère, et maintenant, millionnaire. Je suis descendu silencieusement. J'ai écrit une note rapide. Sortie pour la journée. Retour ce soir. Elsa. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. J'ai pris mon sac et je suis parti. Le train pour Paris partait à 7h15. J'ai acheté un billet à la gare. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai observé le paysage passer. Champs couverts de neige, villages endormis, le ciel s'éclaircissant lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Paris était belle ce matin d'hiver, froide, mais brillante. Les rues encore décorées de lumière de Noël. Les gens pressés, portant des sacs de solde d'après-fête. J'ai pris le métro jusqu'au siège de la Française des Jeux, la Loterie Nationale. Un bâtiment moderne, discret, à la Défense. Je suis entrée. Mon cœur battait fort. La réceptionniste a souri. « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?» J'ai respiré profondément. « J'ai un billet gagnant. » Elle a hoché la tête, professionnelle. « Bien sûr, veuillez patienter un instant. » J'ai été conduite dans une salle privée. Un homme en costume est entré. Avocat de l'entreprise, a-t-il expliqué. Procédure standard pour les gros prix. J'ai montré le billet. Il l'a vérifié dans le système. Et puis, il a souri. « Félicitations, Madame Legros. Vous avez gagné 27 millions d'euros. » Les mots semblaient irréels, comme s'ils étaient dits dans une autre langue, dans un autre univers. Il a expliqué le processus. Formulaire, vérification, virement bancaire, anonymat garanti si je le voulais, et je le voulais. Nous avons passé 3 heures dans cette salle. J'ai signé des papiers. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque différente. J'ai reçu des cartes, des mots de passe, des documents. Et quand je suis sortie de ce bâtiment, à 11h45 du matin le 26 décembre, je n'étais plus la même femme qui était entrée. Maintenant, j'avais des choix. J'avais du pouvoir. J'avais la liberté. J'ai déjeuné dans un café près des Champs-Élysées. Soupe à l'oignon gratiné, vin blanc, dessert au chocolat. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Puis j'ai marché. Paris a toujours été ma ville. La ville où j'ai rencontré Jean-Claude. La ville où nous nous sommes mariés. La ville où nous avons été heureux. Je me suis arrêtée devant une agence immobilière. Dans la vitrine, des photos d'appartements à Venise. La ville de mes rêves. La ville que Jean-Claude avait toujours promis que nous visiterions un jour. Ce jour n'est jamais venu pour lui, mais il viendrait pour moi. Je suis entrée dans l'agence. J'ai parlé avec un conseiller. J'ai expliqué que j'étais intéressée par l'achat de quelque chose à Venise. Quelque chose de petit, mais bien situé, avec vue sur un canal, avec de l'histoire. Il m'a montré des options. Un appartement à Cannaregio, 2e étage, 2 chambres, fenêtre avec vue sur le canal, 60 mètres carrés, bien conservé, 400 000 €. Je le prends, ai-je dit sans hésiter. Il a cligné des yeux, surpris. Vous ne voulez pas le visiter d'abord? Non, je fais confiance. Et ainsi, en moins d'1 heure, j'ai acheté mon appartement à Venise, mon nouveau foyer, ma nouvelle vie. Je suis retournée à Maison Lafitte dans le train de 17 heures. Le soleil se couchait déjà. Le ciel, orange et rose. Je suis arrivée à la maison à 18h30. Je suis entrée par la porte principale. La maison était silencieuse. Charlène était dans le salon, regardant la télévision. Mathis n'était pas encore rentré. « Bonsoir, maman », a-t-elle dit sans quitter l'écran des yeux. « Bonsoir ». Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte, je me suis assise sur le lit et j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, juste l'essentiel. Vêtements, documents, photographies de Jean-Claude, le carnet bleu, les perles qu'il m'avait offertes, quelques livres. Le reste, meubles, vaisselle, objets, je le laisserai. Je n'avais plus besoin de rien de tout ça. Je ne voulais pas porter le poids du passé vers le futur. Quand j'ai terminé, il était 21 heures. 2 petites valises, légères, suffisantes. Je les ai cachées au fond de l'armoire. Je me suis allongée, habillée sur le lit, et j'ai attendu. Le jour suivant, 27 décembre, j'ai répété la routine. Café, pain, servir, silence. Mais cette fois, chaque geste avait un nouveau sens. C'était mon adieu silencieux. La dernière fois que je laverais ces assiettes. La dernière fois que je nettoierais ce sol. La dernière fois que je serais invisible dans cette maison. Pendant la journée, pendant que Charlène et Mathis étaient aux sorties, j'ai appelé des entreprises de déménagement. J'ai programmé qu'ils viennent chercher mes meubles de l'entrepôt, les choses de l'appartement que j'avais vendu, qui étaient stockées depuis des années. Ils enverraient tout à Venise. Ça arriverait dans 10 jours. J'ai appelé la compagnie de téléphone. J'ai demandé un nouveau numéro, une nouvelle carte SIM. Personne n'aurait mon nouveau contact. Et puis, je me suis assise au bureau. J'ai pris du papier à lettres, ce papier fin, bleuté, que Jean-Claude aimait. Et j'ai écrit « Charlène, quand tu liras cette lettre, je serai déjà partie. Ne me cherche pas. Tu ne me trouveras pas. J'ai passé 2 ans dans cette maison à essayer d'être utile,
à essayer d'être aimé, à essayer de croire qu'il y avait une place pour moi dans ta vie. Mais j'ai appris que certaines vérités sont trop douloureuses pour continuer à les ignorer. Je ne te blâme pas, je ne te déteste pas. J'ai juste compris que je ne peux pas vivre en étant invisible. Je ne peux pas continuer à être traité comme un fardeau, comme une domestique, comme un fantôme. J'ai vendu la maison. Oui, Charlène, la maison était encore à mon nom. Tu as oublié ça, n'est-ce pas? Quand vous avez suggéré que je vienne vivre ici, je n'ai jamais transféré la propriété. La maison était à moi. Et maintenant, elle est vendue. L'expulsion est programmée pour le 15 janvier. Tu as le temps de trouver un autre endroit. Quant à l'argent de la vente, je l'ai gardé pour moi, ainsi que le prix de loterie que j'ai gagné il y a 3 semaines. Oui, cette naïveté a rapporté 27 millions d'euros. Mais ne t'inquiète pas, tu ne verras pas un centime. Pas parce que je suis cruelle, mais parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose qui m'a pris 72 ans à comprendre. La dignité n'a pas de prix. J'espère que toi et Mathis serez heureux. J'espère que vous construirez la vie que vous avez toujours voulu. J'espère qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras ce que tu as perdu. Ce n'était pas mon argent, c'était ma présence, mon amour, ta mère. Adieu ma fille. Maman. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai mise dans une enveloppe. J'ai écrit son nom dessus et je l'ai laissée sur mon lit où elle la trouverait le jour de mon départ. Il restait 2 jours. 2 jours pour la fin d'Elsa, l'invisible, et le début d'Elsa, la libre. Les 2 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Je marchais dans la maison comme un fantôme qui savait qu'il allait bientôt cesser de hanter cet endroit. Chaque geste portait le poids de l'adieu. Chaque moment était la dernière fois. La dernière fois que je me réveillerais dans cette petite chambre. La dernière fois que je préparerais du café pour des gens qui ne me remerciaient pas. La dernière fois que je ferais semblant de ne pas m'en soucier. Mais le plus surréaliste, c'est que personne ne le remarquait. Charlène et Mathis continuaient leur vie normalement, complètement inconscients du tremblement de terre silencieux qui allait s'abattre sur eux. Le matin du 28 décembre, je me suis réveillée à 5h30. Il faisait encore noir. La maison dormait dans ce silence lourd qui n'existe qu'avant l'aube. Je suis descendue à la cuisine pour la dernière fois. J'ai mis de l'eau à bouillir. J'ai préparé du café. Et pendant que j'attendais, je me suis appuyée sur le comptoir, regardant autour de moi. Cette cuisine moderne, toute blanche et en acier inoxydable, ne m'a jamais semblé mienne. Elle était trop froide, trop impersonnelle, si différente de la cuisine accueillante que j'avais eue avec Jean-Claude, avec des carreaux bleus portugais, des pots en céramique, des rideaux en lin, mais c'était dans cette cuisine froide que j'avais acheté des billets de loterie pendant 2 ans. C'était là que j'avais noté des numéros dans mon carnet bleu. C'était là que, 3 semaines plus tôt, j'avais découvert que j'avais 27 millions d'euros. Et c'était là que j'avais décidé de disparaître. J'ai rempli ma tasse. Je me suis assise à table. Et j'ai attendu. Charlène est descendue à 7h, comme toujours. Cheveux encore humides de la douche, parfum délicat, talons qui résonnaient sur le sol. Elle a pris du café. Elle a bu debout, regardant son téléphone. « Bonne journée, maman. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. J'essayais de graver ce visage. La fille que j'avais portée dans mon ventre, la petite que j'avais appris à lire, la femme qui était devenue une étrangère. « Bonne journée, ma chérie. » Elle est partie sans regarder en arrière. Mathis est descendu 1 demi-heure plus tard. Costume gris, cravate bordeaux, ce parfum cher qui imprégnait toute la maison. Il s'est servi sans dire un mot. Il a lu les nouvelles sur sa tablette. Il a terminé son café. Il s'est levé. Et puis, avant de partir, il s'est arrêté à la porte. Il s'est tourné vers moi. « Ah, Elsa, on reçoit des clients ce soir. Prépare quelque chose de léger. Des sushis peut-être. » J'aurais pu dire non. J'aurais pu tout raconter là, tout de suite. J'aurais pu voir l'expression sur son visage changer de l'arrogance au choc. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Parce que la meilleure vengeance n'est pas l'explosion. C'est l'absence. Il est parti. La porte s'est fermée. Le silence est revenu. Et j'ai commencé à ranger mes dernières affaires. Je suis montée dans ma chambre. Les 2 valises étaient déjà prêtes, cachées au fond de l'armoire. Mais il y avait quelques objets que je devais décider d'emporter ou de laisser. La photographie de mariage. Jean-Claude et moi, jeunes, souriant devant l'église de Saint-Germain-des-Prés. Je l'emporterai. Le châle en laine que ma mère avait tricoté. Je l'emporterai. Les livres de recettes que j'avais annotés au fil des ans. Je les laisserai. Je n'aurai plus besoin de cuisiner pour personne d'autre que moi. La porcelaine que j'avais héritée de ma grand-mère, je la laisserai. J'avais déjà arrangé qu'elle soit envoyée à Venise avec le reste de mes affaires de l'entrepôt. Et puis j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. Une petite boîte en velours vert, au fond du tiroir du bureau. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une bague, or blanc, petit diamant brillant.
la bague de fiançailles que Jean-Claude m'avait offerte il y a 46 ans. J'avais arrêté de la porter quand il était mort. Ça faisait trop mal de voir cette bague à mon doigt, sans lui à mes côtés. Mais maintenant, je l'ai tenue contre la lumière. J'ai observé comment le diamant captait les rayons du soleil du matin, les fragmentant en minuscules arcs-en-ciel, et je l'ai glissé à mon doigt, pas comme symbole de perte, mais comme symbole d'amour qui avait existé, d'amour véritable, le genre d'amour que Charlène n'avait jamais connu, le genre d'amour que Mathis était incapable de donner. Mon étoile, ai-je murmuré à la chambre vide, et pour la première fois depuis la mort de Jean-Claude, je n'ai pas pleuré. La journée a passé lentement. J'ai nettoyé la maison, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que c'était la dernière fois. Je voulais tout laisser impeccable. Je voulais que, quand Charlène rentrerait le lendemain et trouverait la lettre, la maison soit parfaite, comme un cadeau final, comme une dernière preuve que je me souciais, même quand elle ne se souciait pas de moi. J'ai passé l'aspirateur, j'ai plié des serviettes, j'ai astiqué les miroirs, j'ai arrosé les plantes. Et pendant que je travaillais, des souvenirs m'inondaient. Je me souvenais du jour où Charlène est née. 6 heures de travail, Jean-Claude tenant ma main, transpirant plus que moi. Et quand enfin l'infirmière a posé ce petit être dans mes bras, pleurant fort, peau rose et ridée, j'ai pensé, c'est la personne la plus importante de ma vie. Est-ce que toutes les mères pensent ça? Est-ce que toutes croient que leurs enfants les aimeront avec la même intensité? Je me souvenais de lui apprendre à marcher, petits pas chancelants dans le salon de notre ancien appartement. Elle tombait, se relevait, riait, et j'applaudissais chaque tentative. Je me souvenais du premier jour d'école, Charlène pleurant, accrochée à ma jambe, ne voulant pas me laisser. Ne me laisse pas, maman. Et maintenant? Maintenant, elle ne se soucierait pas si je disparaissais pour toujours. Comment les choses changent. L'après-midi, je suis allée au marché pour la dernière fois. J'ai marché dans les rues de Maison Laffitte, observant tout comme si je le voyais pour la première fois, ou pour la dernière. La boulangerie où j'achetais du pain frais chaque matin. Le petit parc où parfois je m'asseyais pour lire. La fontaine sur la place centrale, gelée maintenant par l'hiver. Je ne regretterais rien de tout ça, parce que cette ville n'avait jamais été la mienne. C'était juste l'endroit où j'avais été invisible pendant 2 ans. Au bureau de tabac, l'homme derrière le comptoir m'a reconnu. « Madame Legrosse, les numéros habituels ?» J'ai souri. « Non, merci, plus besoin. » Il a semblé surpris. « Ah bon? Vous abandonnez la chance? »« Non, » ai-je répondu doucement. « Je l'ai déjà trouvé. Je suis rentrée à la maison. J'ai préparé des sushis, comme Mathis l'avait demandé. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que je voulais fermer ce chapitre avec dignité, pas comme une victime, pas comme une domestique, mais comme une femme qui a choisi de faire ce qu'elle avait promis, une dernière fois, avant de partir. À 19h, les clients de Mathis sont arrivés. 2 hommes, épouses élégantes, conversation sur des affaires qui ne m'intéressaient pas. J'ai servi, j'ai souri, j'ai débarrassé les assiettes, comme toujours. Mais cette fois, pendant que je portais des plateaux de la cuisine au salon, je ne me sentais pas petite, je me sentais puissante, parce que je savais. Et eux non. Pendant le dîner, Mathis a fait une autre blague. Bien sûr qu'il l'a fait. Elsa est notre secret. Elle cuisine mieux que n'importe quel chef, mais elle est beaucoup moins chère. Des rires. Charlène a rougi, mais n'a rien dit. Jamais rien. J'ai regardé ma fille, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti de la pitié. Pitié pour une femme si lâche qu'elle ne pouvait pas défendre sa propre mère. Pitié pour une femme qui avait choisi un homme cruel plutôt que la dignité. Pitié pour une femme qui, un jour, comprendrait ce qu'elle avait perdu. Mais il serait trop tard. Après le dîner, quand les invités sont partis et que Charlène est montée se coucher, je suis restée seule dans la cuisine. J'ai lavé les dernières assiettes. Je les ai séchées soigneusement. Je les ai rangées dans les placards. Et puis, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai pris la porcelaine de ma mère, celle que j'avais toujours utilisée pour les dîners spéciaux. Les mêmes pièces que Mathis et ses amis avaient utilisées ce soir. Je les ai lavées avec soin, séchées, et mise dans une boîte. Je ne laisserai pas cet héritage à Charlène. Je l'emporterai avec moi, ou je le donnerai. Mais je ne le laisserai pas entre les mains de gens qui ne l'appréciaient pas. Il était 23h quand je suis enfin montée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé autour de moi, cette petite chambre qui ne m'avait jamais semblé mienne. Cette fenêtre d'où je voyais le jardin auquel je n'appartenais pas. Ce bureau où j'avais écrit mes plans de fuite. J'ai ouvert le carnet bleu, j'ai feuilleté les pages. Des années de numéros de loterie, des années d'espoir pathétique. Mais ce n'était pas pathétique, c'était de la résistance, c'était de la survie, c'était un petit acte de rébellion silencieuse. Et ça avait fonctionné. J'ai pris un stylo. Et sur la dernière page, j'ai écrit « 29 décembre 2023 ». Aujourd'hui est mon dernier jour comme Elsa, l'invisible. Demain, je serai Elsa, la libre. Jean-Claude, où que tu sois,
Merci de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour. Merci de m'avoir donné de la dignité. Merci de m'avoir appelée étoile. Maintenant je vais briller seule. J'ai fermé le carnet. Je l'ai mis dans la valise. Et j'ai dormi. Le matin du 29 décembre, je me suis réveillée avant le réveil. 4h30 du matin. La maison était encore plongée dans le silence profond de la nuit. Je me suis levée, je me suis habillée, pantalon de voyage, chemise confortable, manteau de laine. J'ai attaché mes cheveux en chignon simple. J'ai mis des chaussures plates. Je me suis regardée dans le miroir une dernière fois. La femme qui me regardait en retour n'était pas celle qui était arrivée dans cette maison 2 ans plus tôt. Ce n'était pas la veuve brisée. Ce n'était pas la mère désespérée d'affection. C'était une femme de 72 ans qui avait récupéré sa dignité, qui s'était choisie elle-même, qui avait compris que la solitude choisie est meilleure que la compagnie humiliante. J'ai pris mes 2 valises. Je suis descendue lentement, faisant attention de ne pas faire de bruit. Dans la cuisine, j'ai posé la lettre sur la table. La lettre pour Charlène. L'enveloppe blanche avec son nom écrit en calligraphie soignée. À côté, j'ai laissé les clés de la maison. Toutes. Et puis, j'ai fait une dernière chose. J'ai pris un papier et j'ai écrit une note pour Mathis. Mathis, tu m'as demandé de nettoyer la salle de bain. Considère que c'est fait. Je nettoie toute la saleté de ma vie. Et tu es la première chose que je jette. La maison est vendue. Vous avez jusqu'au 15 janvier. Bonne année, la vieille inutile. J'ai plié le papier. Je l'ai laissé à côté de la lettre de Charlène. Et j'ai souri, j'ai pris mes valises, j'ai ouvert la porte d'entrée silencieusement. L'air froid de l'aube m'a frappé comme une étreinte glacée mais revigorante. J'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché jusqu'à la gare, traînant mes valises dans les rues vides. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon. Lilas et rose pâle. Un nouveau jour naissait, un nouveau commencement. Le train pour Paris partait à 6h. De Paris, je prendrais un vol pour Venise. Mon appartement m'attendait. Ma nouvelle vie m'attendait. Pendant que le train traversait le paysage français, j'ai observé par la fenêtre. Champs couverts de givre, villages endormis, le soleil se levant lentement, et j'ai pensé à Charlène, à comment ce serait quand elle se réveillerait, descendrait à la cuisine, trouverait la lettre. J'ai imaginé son expression, le choc, l'incrédulité, et peut-être, juste peut-être, un éclair de remords. Mais il serait déjà trop tard, parce que certaines portes, quand elles se ferment, ne se rouvrent pas. Certains adieux sont définitifs, et certaines femmes, après des années à être invisibles, choisissent de disparaître pour de vrai, mais cette fois, selon leurs propres termes. Je suis arrivée à Paris à 7h15. J'ai pris un café dans un bistrot près de la gare de Lyon. Croissant chaud, café fort, jus d'orange frais. Chaque bouchée avait le goût de la liberté. À 10h, j'ai embarqué sur le vol pour Venise. À 13h, j'ai atterri à Marco Polo. Et à 15h, je suis entrée dans mon appartement à Cannaregio pour la première fois. Petit, lumineux, avec des fenêtres donnant sur un canal où des gondoles glissaient doucement, avec des murs anciens qui racontaient des histoires de siècles, avec une chambre qui serait juste à moi, avec une cuisine où je cuisinerais juste pour moi, avec un silence qui serait paix, pas solitude. J'ai ouvert les fenêtres, l'air frais de Venise est entré, odeur d'eau, de sel, d'antiquité, de recommencement. J'ai respiré profondément. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix, ai-je pensé, me souvenant du CTA que j'avais planifié. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Mais au fond, je savais. J'avais fait le seul choix possible. J'avais choisi de vivre. Ce soir-là, à Venise, j'ai bu du vin seul sur le balcon de mon appartement. J'ai observé les lumières se refléter dans le canal. J'ai entendu le son distant de rires et de conversations en italien. Et pour la première fois en 6 ans, depuis la mort de Jean-Claude, je me suis sentie chez moi. Pas parce que j'avais un endroit, mais parce que je m'étais retrouvée. Pendant ce temps, à 380 km, à Maison Lafitte, Charlène se réveillait, descendait à la cuisine et trouvait la lettre. Mais cette partie de l'histoire, eh bien, cette partie je ne la connaîtrai que plus tard. Il y a des vérités qui ne se révèlent que dans l'absence. Il y a des valeurs qu'on ne reconnaît que quand elles sont déjà perdues. Et il y a des gens qui ne comprennent ce qu'ils avaient que quand ils se réveillent et découvrent que cela n'existe plus. Charlène s'est réveillée à 8h du matin le 29 décembre. Plus tard que d'habitude, c'était un jour férié prolongé et elle en avait profité pour dormir tard. Elle est descendue en peignoir, cheveux détachés, encore dans cette brume somnolente de quelqu'un qui a trop bien dormi. Mathis était déjà dans le salon, café à la main, regardant les nouvelles financières. Elle est entrée dans la cuisine en s'attendant à trouver ce qu'elle trouvait toujours. Café prêt, pain grillé, table mise, mais la cuisine était vide. La cafetière, éteinte. La table, propre et vide. Aucune odeur de café. Aucun son.
Elle a froncé les sourcils. « Maman ?» Silence. Elle est montée. Elle a frappé à la porte de ma chambre. « Maman, tu dors encore ?» Aucune réponse. Elle a ouvert la porte. La chambre était rangée. Lit fait, fenêtre ouverte, rideaux bougeant doucement avec la brise froide du matin, mais vide. Les tiroirs, ouverts et vides. L'armoire, vide. Le bureau, propre, sauf une enveloppe blanche avec son nom. Charlène a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Quelque chose en elle savait déjà, ne comprenait pas encore complètement, mais une partie primitive de son cerveau reconnaissait ce que cela signifiait. Elle s'est assise sur le lit, sur mon lit, où j'avais dormi pendant 2 ans, en rêvant du jour où je partirais. Et elle a ouvert la lettre. Elle l'a lue une fois, trop vite pour absorber. Elle l'a relue, lentement cette fois. Chaque mot comme une lame aiguisée, coupant à travers les couches de déni qu'elle avait construites au fil des années. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà partie. Ses mains ont tremblé. Ne me cherche pas. Tu ne me trouveras pas. Sa poitrine s'est serrée. J'ai passé 2 ans dans cette maison à essayer d'être utile, à essayer d'être aimée. Ses yeux ont brûlé. J'ai vendu la maison. Oui, Charlène, la maison était encore à mon nom. Le choc est venu comme un coup dans l'estomac. L'expulsion est programmée pour le 15 janvier. La panique. Quant au prix de loterie que j'ai gagné il y a 3 semaines, 27 millions d'euros. L'incrédulité. La dignité n'a pas de prix. La culpabilité. J'espère que tu regarderas en arrière et tu comprendras ce que tu as perdu. Ce n'était pas mon argent. C'était ma présence, mon amour, ta mère. Et finalement, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une vraie douleur. Charlène a tenu la lettre contre sa poitrine. Et elle a pleuré. Pas des larmes délicates, mais des sanglots profonds, gutturaux, de quelqu'un qui comprend enfin l'ampleur de la perte. « Mathis !» a-t-elle crié, la voix brisée. « Mathis, monte ici, maintenant !» Il est monté les escaliers irrité, tenant encore sa tasse de café. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Charlène lui a simplement tendu la lettre, incapable de parler. Mathis a lu. Son expression est passée de l'irritation à la confusion, puis à l'incrédulité, et finalement à la colère pure. « Elle a vendu la maison ? C'est ce que tu retiens de tout ça ?» a crié Charlène. « Charlène, elle nous a mis à la rue ? Elle avait 27 millions et on la traitait comme une domestique. » Mathis a jeté la lettre sur le lit. « Elle jouait à la loterie avec notre argent. » « Non !» Charlène s'est levée, furieuse. Elle jouait avec l'argent de SA Pension, l'argent de SA Maison Vendue. Rien à nous. Jamais rien à nous. Mathis a passé sa main dans ses cheveux, marchant en cercle dans la petite chambre. « Il faut la retrouver. On peut annuler la vente. On ne peut rien faire. » Charlène s'est rassise, la réalité pénétrant enfin. Elle est partie, et elle ne reviendra pas. Silence. Un silence lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 2 ans. De tous les moments où Charlène avait vu l'humiliation et avait choisi le silence. De toutes les fois où elle aurait pu dire « arrête » et ne l'avait pas dit. « Je l'ai perdue », a murmuré Charlène, plus pour elle-même que pour Mathis. « On a perdu une maison », a corrigé Mathis, toujours pragmatique. Charlène l'a regardé, vraiment regardé. Et pour la première fois en années, elle a vu l'homme avec qui elle s'était mariée. Pas l'avocat à succès, pas le mari qui impressionnait les amis, mais l'homme cruel qui avait humilié sa mère pour s'amuser. Et quelque chose en elle s'est brisé aussi. « Sors. » Quoi ? « Sors de cette chambre. Maintenant. » Mathis a ouvert la bouche pour argumenter, mais quelque chose dans l'expression de Charlène l'a arrêté. Il est sorti, claquant la porte. Charlène est restée seule dans la chambre qui avait été la mienne. Elle a regardé autour d'elle, les murs nus, l'armoire vide, la fenêtre ouverte sur le jardin. Elle s'est levée, elle a ouvert les tiroirs un par un, cherchant, quoi ? Des indices ? Des réponses ? Du pardon ? Dans le dernier tiroir du bureau, elle a trouvé quelque chose. Un petit objet oublié. Une vieille photo, jaunie sur les bords. Charlène enfant, peut-être 5 ans, dans les bras d'Elsa. Toutes les deux souriantes. Elsa regardant sa fille avec ce regard d'amour pur que seules les mères ont. Quand est-ce que cela avait changé ? Quand est-ce que l'amour était devenu obligation ? Quand avait-elle arrêté de voir sa mère et commencé à voir juste l'inconvénient ? Elle ne pouvait pas s'en souvenir. Ça avait été graduel, silencieux. Comme la rouille rongeant le métal, elle a gardé la photo dans la poche de son peignoir. Elle est descendue. Mathis était dans le salon, au téléphone, probablement avec un avocat essayant de trouver des failles légales. Charlène est passée devant lui sans dire un mot. Elle est entrée dans la cuisine. Elle s'est assise à table et c'est seulement alors qu'elle a vu la 2e note, la note pour Mathis. Elle l'a prise. Elle l'a lue. « Tu m'as demandé de nettoyer la salle de bain. Considère que c'est fait. Je nettoie toute la saleté de ma vie. Et tu es la première chose que je jette. » Malgré tout, malgré la douleur, la perte, le choc, Charlène a ressenti quelque chose d'inattendu.
Un petit sourire, triste, mais authentique. « Bien joué, maman », a-t-elle murmuré à la cuisine vide. Les jours suivants ont été chaotiques. Mathis a tout essayé. Il a appelé des avocats. Il a essayé de retracer la vente de la maison. Il a cherché mon nom dans les registres publics. Il a essayé d'accéder à mon ancien compte bancaire. Vide, bien sûr. Il a essayé de m'appeler. Le numéro était hors service. Il a essayé de me trouver par des connaissances. Personne ne savait rien. J'avais complètement disparu. Comme de la fumée, comme de la brume, comme un fantôme qui avait finalement décidé d'arrêter de hanter. Charlène, par contre, n'a pas essayé de me trouver. Une partie d'elle savait que c'était inutile. Si je ne voulais pas être trouvée, je ne le serais pas. Mais une autre partie, la partie qui faisait encore mal, savait qu'elle ne méritait pas de me trouver. Elle a passé ses jours à revivre des souvenirs, pas les souvenirs heureux de l'enfance, bien qu'il y en eût quelques-uns, mais les souvenirs récents, les 2 dernières années. Elle s'est souvenue de toutes les fois où elle m'avait vu servir Mathis en silence, de toutes les fois où elle avait entendu les blagues et n'avait rien dit, de toutes les fois où j'avais préparé des dîners élaborés et qu'ils avaient mangé distraitement, de toutes les fois où j'étais là, présente, invisible, et qu'elle avait fait semblant de ne pas voir. Comment ai-je pu? Elle se posait cette question constamment. Comment une femme intelligente, éduquée, qui se considérait comme une bonne personne, avait-elle pu permettre cela? La réponse, elle a découvert, était inconfortable, parce que c'était plus facile de laisser Mathis dominer, plus facile d'éviter les conflits, plus facile de faire semblant de ne pas voir, lâcheté déguisée en paix. Le 2 janvier, les documents d'expulsion sont arrivés, officiels, légaux, irrévocables. La maison avait été vendue à une jeune famille. L'argent avait déjà été transféré. Ils avaient jusqu'au 15 janvier pour partir. Mathis a explosé. Il a crié. Il a cassé des choses. Il a blâmé Charlène de ne pas avoir contrôlé sa mère. Et c'est à ce moment-là que Charlène a compris quelque chose de fondamental. Elle avait épousé un homme qui traitait les gens comme des objets, comme des outils, comme des moyens pour des fins. Et elle avait permis qu'il traite sa mère de la même façon. Ce soir-là, Charlène a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a pris le téléphone et a appelé une vieille amie de la fac, une amie qu'elle avait cessé de voir parce que Mathis ne l'aimait pas. Elles ont parlé pendant des heures. Charlène a pleuré. Elle a tout raconté. Le départ de sa mère, la maison, les 2 ans d'humiliation qu'elle avait permis. Et l'amie a dit quelque chose de simple, mais dévastateur. Charlène, tu es devenue la femme que ta mère essayait de ne pas être, soumise, silencieuse, invisible dans son propre mariage. Cette phrase a résonné dans l'esprit de Charlène pendant des jours. Le 5 janvier, elle a pris une décision. Elle a appelé Mathis pour parler. Elle lui a dit, calmement mais fermement, qu'elle voulait le divorce. Il a ri. Il pensait qu'elle était dramatique, que ça passerait bientôt. Mais Charlène ne plaisantait pas. Le 8 janvier, elle a engagé un avocat. Le 15 janvier, elle a déménagé dans un petit appartement qu'elle avait loué avec ses propres économies. Et Mathis a déménagé dans un appartement encore plus petit, perdu sans la maison qui n'avait jamais été la sienne, sans la belle-mère qui servait de domestique gratuite, sans la femme qui s'était enfin réveillée. Pendant ce temps, à Venise, je ne savais rien de tout cela. Je passais mes journées à marcher dans les cailles étroites, à prendre un café dans de petits bars de quartier, à lire aux fenêtres de mon appartement pendant que des gondoles passaient dans le canal en bas. Il y avait du silence, mais ce n'était pas le silence lourd de Maison Laffitte, c'était le silence choisi, le silence de la paix. Je me suis lié d'amitié avec la dame qui vendait des fleurs au coin, avec le propriétaire de la boulangerie qui me saluait chaque matin, avec une veuve vénitienne de l'appartement voisin qui m'avait invité à prendre le thé. J'ai appris l'italien petit à petit. D'abord les mots simples, buongiorno, grazie, per favore. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas la mère de quelqu'un. Je n'étais pas la belle-mère de quelqu'un. Je n'étais pas la domestique non rémunérée de personne. J'étais juste Elsa, 72 ans, veuve, libre. Parfois je pensais à Charlène, pas avec de la colère, pas avec de la haine, mais avec une tristesse distante, comme on pense à quelque chose qui aurait pu être beau, mais ne l'a jamais été. Je me demandais si elle avait lu la lettre, si elle avait compris, si elle avait ressenti quelque chose au-delà de l'inconvénient. Mais je n'ai pas essayé de savoir, parce que certains ponts, quand ils sont brûlés, doivent rester ainsi. Certains adieux doivent être définitifs pour que la guérison se produise. Un après-midi de janvier, j'étais assise dans un café près du pont du Rialto. Soleil doux, ciel bleu, ce froid agréable de l'hiver italien. J'ai commandé un spritz. J'avais appris à aimer cette boisson orangée et amère que les Vénitiens boivent au crépuscule. Et pendant que je buvais, observant le mouvement des gens, des touristes, des vendeurs ambulants,
J'ai pensé, ça en valait la peine. 27 millions d'euros n'avaient pas acheté mon bonheur. L'argent n'était que l'outil, la clé qui avait ouvert la porte. Mais le bonheur était venu du choix, du courage, de finalement dire non, de finalement me choisir moi-même. J'ai pris mon téléphone, le nouveau, celui dont personne ne connaissait le numéro. J'ai ouvert la galerie de photos, j'en avais pris une ce matin-là, ma fenêtre, le canal, la lumière dorée frappant l'eau, et j'ai pensé à la poster quelque part, partager cette beauté. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce moment était le mien, juste le mien, et je n'avais pas besoin de validation, je n'avais pas besoin de likes, je n'avais pas besoin de témoins. Certains bonheurs sont faits pour être vécus en silence. J'ai fini mon spritz, j'ai payé, et j'ai marché de retour chez moi, par les rues étroites de Venise. Le soleil se couchait, le ciel, orange et rose, les eaux du canal reflétaient les lumières des fenêtres allumées, et moi, Elsa Legrosse, 72 ans, veuve de Jean-Claude, mère de Charlène, femme invisible pendant trop longtemps, j'étais enfin visible, pour la personne qui comptait le plus, pour moi-même. Il y a une expression italienne que j'ai apprise dans mes premières semaines à Venise. Chi la fa, l'aspetti, qui le fait, l'attend. Ou comme nous disons en français, on récolte ce que l'on sème. Le karma n'est pas la vengeance, ce n'est pas la colère, ce n'est pas une punition divine, c'est simplement la vie qui vous rend ce que vous y avez mis. C'est l'écho de vos propres actions qui revient vers vous, amplifié par le temps. Et Mathis était sur le point de le découvrir de la manière la plus brutale possible. C'était mi-février quand j'ai reçu un appel inattendu. Je prenais mon petit déjeuner dans ma petite cuisine vénitienne, le soleil entrait par la fenêtre, odeur de pain frais que j'avais acheté à la boulangerie du coin. Silence tranquille, interrompu seulement par les sons lointains de Venise se réveillant. Cloche d'église, mouette, voix en italien, le téléphone a sonné. Numéro inconnu, français. J'ai hésité. J'avais changé de numéro exactement pour ne pas être trouvé. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô? Silence de l'autre côté. Puis, une voix que j'ai reconnue immédiatement, bien qu'elle soit différente, plus faible, plus fragile. Maman? Charlène. Mon premier instinct a été de raccrocher. J'avais construit cette nouvelle vie justement pour m'éloigner, pour ne pas retourner à cette douleur. Mais je n'ai pas raccroché. Je suis juste restée silencieuse. Maman, je sais que tu es là. Je t'en prie, ne raccroche pas. J'ai respiré profondément. Comment as-tu eu mon numéro? J'ai contacté ton ancienne banque. Ils avaient ton nouveau contact pour... Enfin, peu importe. Je devais te parler. Chaque mot lui coûtait. Je pouvais le sentir au ton de sa voix. Qu'est-ce que tu veux, Charlène? Plus de silence. Puis, une respiration tremblante. Elle pleurait. Te demander pardon. Ces 3 mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Entre Venise et Paris. Entre le présent et le passé. Entre la mère que j'étais partie et la fille que j'avais laissée. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé par la fenêtre. Une gondole passait dans le canal. Le gondolier fredonnait quelque chose de doux. Le pardon ne change rien, Charlène. Ne ramène pas le temps perdu. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je sais, maman. Mais je devais te le dire. J'ai été lâche. J'ai été horrible. Et j'ai perdu ma mère. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait pardonner immédiatement. La partie qui était encore mère. La partie qui se souvenait de la petite fille autresse qui m'appelait autrefois ma maman chérie. Mais une autre partie, la partie qui avait souffert 2 ans d'humiliation silencieuse, savait que pardonner trop vite serait dévaloriser ma propre douleur. Où es-tu maintenant? Ai-je demandé. Dans un petit appartement, seul. J'ai divorcé de Mathis. Cela m'a surprise. Tu as divorcé? Oui, j'ai enfin ouvert les yeux. Sur lui, sur moi, sur tout. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre sa respiration irrégulière de l'autre côté de la ligne. Et Mathis? Ai-je demandé, pas par curiosité pour lui, mais pour les conséquences. Charlène a laissé échapper un rire amer. Mathis est en train de découvrir que l'arrogance a un prix. Et puis elle m'a raconté. Après mon départ, après que la maison ait été vendue, après que Charlène ait demandé le divorce, Mathis est entré en chute libre. D'abord est venu le scandale professionnel. Un des clients importants que Mathis représentait, ce même client qui était présent au dîner de Noël, a découvert des irrégularités dans les comptes. L'argent qui aurait dû être déposé dans des fonds d'investissement avait été temporairement détourné par Mathis pour couvrir ses propres dettes. C'était de la fraude. Clair et simple, le client a porté plainte. L'ordre des avocats a ouvert une enquête. Et en quelques semaines, Mathis a perdu sa licence, suspendu pour 5 ans, condamné à une amende, humilié publiquement. Tous ses collègues l'ont abandonné, a raconté Charlène. Personne ne veut être associé à lui. Puis est venue la chute financière. Sans emploi,
sans licence, sans réputation, Mathis ne pouvait pas payer le loyer de l'appartement qu'il avait loué en urgence. Il a dû déménager dans un studio minuscule en banlieue. Le même homme qui plaisantait sur « gagner plus d'espace » vivait maintenant dans 20 mètres carrés. Il a essayé de me demander de l'argent, a dit Charlène, la voix chargée d'ironie. Moi, celle qu'il traitait comme une idiote. Et tu lui as donné ? Ai-je demandé. Non, j'ai raccroché. J'ai souri, petit, mais authentique. Mais le karma n'en avait pas fini avec Mathis. Le pire est venu après. Les mêmes amis qui riaient de ses blagues lors de ce dîner de Noël, ceux qui trouvaient drôle d'humilier une dame de 72 ans, l'évitaient maintenant. Ils traversèrent la rue quand ils le voyaient, ne répondaient pas aux messages, parce que personne ne veut être associé à l'échec. Personne ne veut être vu avec l'homme qui est tombé. Il est seul, maman, a dit Charlène doucement, complètement seul. Et je pense qu'il commence à comprendre ce que c'était. La solitude, celle que tu as vécue pendant 2 ans sous son toit. La vie avait une façon poétique d'enseigner les leçons. Mathis, qui m'avait traité comme une domestique, travaillait maintenant dans des emplois temporaires. Livraison de nourriture, stock de supermarché, des travaux qui payaient peu et exigeaient de l'humilité, quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Mathis, qui s'était moqué de mon âge, regardait maintenant dans le miroir et voyait les premières rides profondes, les cheveux qui blanchissaient, le corps qui faisait mal de fatigue. Mathis, qui m'avait appelé « vieille inutile », comprenait maintenant ce que c'était d'être jeté par la société. Et l'ironie la plus cruelle, personne n'avait fait ça à lui. Je ne m'étais pas vengé, je n'avais pas planifié sa ruine, je n'avais pas levé le petit doigt contre lui. Il avait tout fait lui-même. Ses choix, son arrogance, sa cruauté. Le karma n'a pas besoin de mains humaines. Il travaille seul. Et toi ? Ai-je demandé à Charlène. Elle a soupiré. Je reconstruis, lentement. J'ai repris contact avec des amis que j'avais abandonnés à cause de lui. Je fais une thérapie. J'apprends à être seul sans être invisible. Cette dernière phrase m'a touchée. C'est une leçon importante. Je sais, tu me l'as apprise. Nous sommes restés silencieuses un moment. Un silence différent maintenant. Pas vide, mais plein de choses non dites. Maman. Sa voix était hésitante. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas de me pardonner immédiatement. Je sais que je ne le mérite pas. Mais, puis-je te parler ? De temps en temps ? Juste pour que tu saches que je pense à toi, que je regrette, que je veux essayer. J'ai regardé encore par la fenêtre. La gondole était déjà passée. Le canal était calme. Le soleil faisait briller l'eau comme des diamants liquides. J'ai pensé à Jean-Claude, à ce qu'il dirait. Mon étoile, je pouvais presque entendre sa voix. Le pardon n'est pas pour les autres, c'est pour toi, pour te libérer. J'ai respiré profondément. Tu peux m'appeler, ai-je dit finalement. Vraiment ? Oui, pas tout de suite, pas souvent, mais oui, on verra. Je l'ai entendu pleurer de l'autre côté, pas des sanglots dramatiques, mais ces pleurs silencieux de soulagement. Merci maman, merci. Ne me remercie pas, fais mieux, sois meilleur. C'est tout ce que je demande, je le promets. Nous avons raccroché peu après. Je suis restée assise dans la cuisine pendant longtemps. La tasse de café était déjà froide. Le pain, intact. Avais-je pardonné Charlène ? Pas complètement. Le vrai pardon prend du temps. Il doit être construit, brique par brique, avec des actions et pas seulement des mots. Mais j'avais ouvert une porte, petite, fragile, mais ouverte. Parce que garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Et j'avais choisi la vie, choisi la paix, choisi la liberté. Et la liberté inclut la liberté de pardonner. Ou pas, à mon propre rythme. Mars est arrivé apportant le printemps à Venise. Les températures ont doucement augmenté. Les fleurs ont commencé à éclore dans les petits jardins cachés derrière de vieux murs. Les touristes ont commencé à revenir. Je continuais ma routine tranquille. Promenade matinale, café dans de petits bars, lecture l'après-midi, conversation avec des voisins. Charlène m'a appelé 2 fois ce mois-là. Conversation courte, elle racontait sa thérapie, son travail, de petites victoires quotidiennes. Et j'écoutais, juste écoutais. Un jour, elle a mentionné Mathis à nouveau. Je l'ai croisé dans la rue, par hasard. Et il a l'air brisé, vraiment brisé. Il m'a demandé si j'avais de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu as répondu ? Que ce n'était pas ses affaires. J'ai souri. Bien. Maman, tu ne ressens rien pour lui ? Même de la pitié ? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. La pitié serait insultante, pour moi et pour lui. Il est adulte, il a fait des choix. Maintenant, il vit les conséquences. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la justice. Charlène est restée silencieuse de l'autre côté de la ligne. Tu as raison, a-t-elle dit finalement. En avril, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un email du notaire qui s'était occupé de la vente de la maison.
Matisse avait essayé de contester la vente en justice, alléguant que j'étais mentalement incompétente quand j'avais vendu, que lui et Charlène avaient un droit moral sur la propriété. Le procès a été rejeté immédiatement. La maison était à mon nom. J'avais pleine capacité mentale. La vente était légale dans tous les aspects. Et plus, pour avoir essayé de poursuivre de mauvaise foi, Matisse a été condamné à payer les frais de justice. Plus de dettes, plus d'humiliation. Le notaire terminait l'email par une phrase qui m'a fait sourire. « Madame Legrosse, rarement j'ai vu la justice poétique fonctionner aussi parfaitement. Félicitations pour votre nouvelle vie. » J'ai répondu en remerciant. Et j'ai archivé l'email. Matisse faisait maintenant partie du passé. Un chapitre clos. Une leçon apprise. Un soir de fin avril, j'étais assise sur mon petit balcon. Le canal en bas reflétait les lumières des fenêtres. Voix lointaine en italien. Rire. Musique douce venant d'un restaurant proche. J'ai pris mon carnet bleu, le même où j'avais noté des numéros de loterie pendant des années. Celui qui était maintenant un journal silencieux de ma nouvelle vie. Et j'ai écrit « 30 avril ». J'ai appris quelque chose de fondamental. Le karma n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. Matisse ne souffre pas parce que je l'ai voulu. Il souffre parce que la vie lui a rendu ce qu'il a semé. La cruauté engendre la solitude. L'arrogance engendre la chute. L'humiliation engendre l'humiliation. Je n'ai rien eu à faire. Juste partir. Juste choisir ma dignité. Et le reste, la vie s'en est occupée. Aujourd'hui, pendant qu'il vit dans 20 mètres carrés et travaille dans des emplois qu'il aurait méprisés avant, je vis en paix, en liberté, en beauté. Pas parce que je suis meilleure, mais parce que j'ai choisi d'être gentille. J'ai choisi d'être digne. J'ai choisi d'aimer même quand je n'étais pas aimée. Et la vie, à la fin, reconnaît toujours cela. Toujours. J'ai fermé le carnet. J'ai respiré l'air nocturne de Venise. J'ai entendu le son lointain d'une gondole qui passait. Et j'ai pensé, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'avais donné de l'amour, de la patience, de la dignité. Et maintenant, je recevais la paix. La liberté, la beauté. Matisse avait donné de la cruauté, de l'arrogance, de l'humiliation. Et maintenant, il recevait la solitude, la faillite, la honte. Ce n'était pas de la vengeance, c'était le karma. Et le karma, j'ai découvert, n'a pas besoin de témoins. Il travaille seul, silencieusement, parfaitement, comme la vraie justice le fait toujours. Juin est arrivé à Venise apportant cette chaleur humide qui fait briller la ville comme un bijou mouillé. Les eaux des canaux reflétaient le ciel bleu intense. Les touristes remplissaient les ruelles étroites. Et moi, Elsa Legrosse, 72 ans, je me trouvais dans une version de moi-même que je ne connaissais pas depuis des décennies. Je n'étais plus la veuve brisée qui était arrivée ici en décembre. Je n'étais plus la mère rejetée. Je n'étais plus la femme invisible. J'étais simplement Elsa. Et pour la première fois de ma vie, cela suffisait. Ma routine s'était établie avec une légèreté que je n'avais jamais imaginée possible. Je me réveillais quand mon corps le demandait. Parfois à 6 heures du matin, parfois à 8 heures. Il n'y avait plus de réveil. Il n'y avait plus d'obligation de servir du café à des gens qui ne me voyaient pas. Je prenais mon café sur le petit balcon de l'appartement. Café italien fort, fait dans la moka que j'avais acheté dans une vieille boutique près du pont du Rialto. Pain frais avec du beurre et de la confiture d'abricot. Parfois, juste des fruits, des figues douces, des pêches juteuses que j'achetais au marché du Rialto. Et j'observais. J'observais Venise se réveiller. Le gondolier qui passait toujours à 7h15, fredonnant de l'opéra. La dame de l'appartement d'à côté, arrosant des géraniums rouges qui tombaient du balcon comme une cascade de fleurs. Les chats qui dormaient au soleil sur les marches de pierre. L'odeur de café mélangée à l'odeur d'eau salée. C'était une symphonie silencieuse de vie. Et moi, enfin, j'en faisais partie. C'est en juin que j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. La peinture. C'est arrivé par hasard. Je marchais dans le quartier de Dorso Duro quand j'ai vu une petite galerie d'art. Dans la vitrine, des aquarelles de paysages vénitiens. Couleurs vibrantes, lumière capturée sur papier. Je suis entré. Le propriétaire, un monsieur italien aux cheveux blancs et lunettes rondes appelé Giuseppe, m'a salué chaleureusement. « Buongiorno signora ». Nous avons parlé. Mon italien était encore basique, mais suffisant. Il m'a montré les peintures. Il a expliqué les techniques. Et puis, presque sans réfléchir, j'ai demandé « Est possible imparar? Est-il possible d'apprendre ?» Il a souri largement. « Signora, a 72 anni. Tutto è possibile. Madame, à 72 ans, tout est possible. » Et ainsi, j'ai commencé des cours d'aquarelle les mardis et jeudis. Au début, c'était terrible. Mes coups de pinceau étaient grossiers. Les couleurs se mélangeaient mal. L'eau coulait sur le papier créant des taches qui ne devraient pas exister. Mais Giuseppe était patient.
L'arte non è perfezione, signora Elsa, è espressione. L'art n'est pas la perfection, Madame Elsa, c'est l'expression. Et petit à petit, quelque chose a commencé à se produire. Ce n'était pas juste apprendre à peindre, c'était apprendre à voir, vraiment voir. J'ai commencé à remarquer comment la lumière changeait au cours de la journée, comment le bleu de l'eau avait 10 tons différents selon l'heure, comment les ombres sur les vieux murs racontaient des histoires de siècles. J'ai peint mon canal, j'ai peint l'église de San Giacomo d'Alorio, j'ai peint la vue de ma fenêtre, j'ai peint, et peint, et peint, et chaque coup de pinceau était une forme de méditation, une façon d'être présente, une façon de dire « j'existe, je vois, je crée ». Giuseppe a accroché une de mes peintures dans la galerie, petite, discrète, dans un coin, une vue du canal au coucher du soleil, couleurs orange et rose se reflétant dans l'eau. « È bella », a-t-il dit simplement, « c'est beau ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru que j'avais créé quelque chose de beau, pas pour plaire à quelqu'un, pas pour être utile, mais simplement parce que je le voulais. Juin a aussi apporté Margherita. Margherita était la voisine de l'appartement d'à côté, veuve italienne de 75 ans, petite, ronde, cheveux blancs toujours attachés en chignon, mains toujours occupées, à tricoter, cuisiner, arranger des fleurs. Nous nous étions salués quelquefois dans le couloir, sourire poli. Buongiorno, buonasera, rien de plus. Mais un jour, elle a frappé à ma porte tenant une assiette couverte d'un torchon brodé. « Signora Elsa », a-t-elle dit avec cet italien rapide qui me coûtait encore à suivre. « Ho fatto troppa pasta. Vuol mangiar con me? J'ai fait trop de pâtes. Voulez-vous manger avec moi ?» Et ainsi, sans grande cérémonie, j'ai commencé à dîner avec Margherita 2-3 fois par semaine. Elle cuisinait des plats traditionnels vénitiens. Sarde in saor, risotto al nero di seppia, bigoli in salsa. Et pendant que nous mangions, nous parlions. Mon italien s'améliorait. Sa patience était infinie. Et lentement, j'ai appris à connaître son histoire. Margherita avait perdu son mari il y a 10 ans. Ils avaient été mariés pendant 52 ans. Elle m'a montré des photos. Un homme souriant, pêcheur, grande main calleuse. « Era il mio tutto », a-t-elle dit doucement. C'était mon tout. Je comprenais ce sentiment. Jean-Claude avait été mon tout aussi. Mais Margherita avait fait quelque chose que j'étais encore en train d'apprendre. Elle n'avait pas juste survécu à la perte. Elle avait fleuri malgré elle. « Quando è morto », a-t-elle raconté. « Ho pensato di morir anch'io. Ma poi ho capito. Lui avrebbe voluto che io vivessi. Veramente vivessi. Quand il est mort, j'ai pensé mourir aussi. Mais puis j'ai compris. Il aurait voulu que je vive, vraiment vive. Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait continué à cuisiner, continué à tricoter, continué à s'occuper des fleurs, continué à participer à la vie du quartier, continué à rire. « Il lutto non significa smetter di vivere », a-t-elle dit, tenant ma main sur la table. Significa imparar a portar l'amour con te, in un modo nuovo. Le deuil ne signifie pas arrêter de vivre. Cela signifie apprendre à porter l'amour avec soi d'une nouvelle façon. Ces mots m'ont profondément touché, parce que c'était exactement ce que je faisais. Porter Jean-Claude avec moi. Pas comme un poids, mais comme une lumière. Margherita est devenue mon amie. Ma première vraie amie depuis des années. Pas par obligation familiale, pas par convenance sociale, mais par choix authentique. Elle m'a appris des recettes italiennes. Je lui ai appris des recettes françaises. Nous échangions des livres, nous marchions ensemble au marché. Nous nous asseyions dans de petits cafés et observions les gens passer. Et nous rions. Mon Dieu, comme nous rions. Rire avait été quelque chose de si rare ces dernières années. À Maison Laffitte, il n'y avait pas d'espace pour des rires authentiques, juste des sourires polis, des rires forcés devant des blagues cruelles. Mais avec Margherita, je riais de choses stupides, de chats faisant des bêtises, de touristes perdus demandant leur chemin, de souvenirs drôles de nos maris. Et chaque rire était un acte de guérison. C'est aussi en juin que Charlène m'a appelée avec une proposition inattendue. « Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais puis-je venir te voir ?» Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Mon premier instinct a été de dire non, protéger ma paix, protéger cet espace sacré que j'avais construit. Mais puis j'ai pensé à Margherita, à comment elle m'avait dit que porter l'amour d'une nouvelle façon signifie parfois laisser de l'espace pour les possibilités. « Quand ?» ai-je demandé. « Quand tu voudras. Je peux venir une journée, juste pour te voir, pour voir où tu vis, pour essayer de comprendre. » J'ai réfléchi soigneusement. Fin juillet, après le grand flux de touristes. « Vraiment ?» Sa voix portait de la surprise et de l'espoir. « Oui, mais Charlène. »« Oui, maman. Ce n'est pas un pardon complet. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est juste un début, peut-être. Je comprends.
Merci, merci, infiniment. Quand j'ai raccroché, Margherita était sur mon balcon. Nous avions échangé les clés, nous entrions librement dans les maisons l'une de l'autre maintenant. Elle avait entendu une partie de la conversation. « Tua figlia? Ta fille? Si. È una cosa coraggiosa, Elsa. C'est courageux, Elsa. Oh, stupida, ai-je murmuré. Ou stupide. Margherita a secoué la tête. No, coraggiosa. Perché il perdono risiede più forza della rabbia. Non, courageux. Parce que le pardon demande plus de force que la colère. Juillet a apporté une chaleur intense. Venise s'est remplie de touristes. Mais j'avais appris les segments secrets, les ruelles cachées où seuls les habitants allaient, les petits campis silencieux, loin des routes touristiques, les églises tranquilles, où je pouvais m'asseoir dans la pénombre fraîche et simplement respirer. J'ai continué à peindre. Mes aquarelles s'amélioraient. Giuseppe a commencé à vendre certaines dans la galerie. Petites, pas chères, mais elles se vendaient. Et chaque vente était une validation silencieuse. Ce que je créais avait de la valeur. J'ai continué à dîner avec Margherita. Elle m'a présenté à d'autres dames du quartier. Nous avons commencé un petit groupe de tricot qui se réunissait les mercredis après-midi. 5 femmes, entre 60 et 80 ans, assises dans un petit campo, tricotant et parlant en italien. Je ne tricotais pas encore bien. Mes mailles étaient irrégulières, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était appartenir, c'était être vu, c'était faire partie d'une communauté non par obligation, mais par choix. C'est pendant ces après-midi que j'ai appris quelque chose de fondamental. La solitude et la solitude sont des choses différentes. La solitude, c'est être seul et se sentir en manque. C'est être entouré de gens et être invisible. La solitude, c'est être seul et ressentir la paix. C'est choisir sa propre compagnie. C'est avoir de l'espace pour respirer. J'avais vécu dans la solitude à Maison Lafitte, entouré de Charlène et Matisse, mais complètement invisible. Maintenant, je vivais dans la solitude à Venise, seul physiquement souvent, mais profondément connecté. Avec moi-même, avec Margherita, avec le groupe de tricot, avec Giuseppe, avec mes voisins. C'était la différence entre exister et vivre. À la fin de juillet, 2 jours avant la visite de Charlène, je me suis réveillée avec un nœud dans l'estomac. Nervosité, anxiété, doute. Et si c'était une erreur, ai-je pensé? Et si elle gâchait cette paix que j'ai construite? Margherita est venue prendre un café avec moi ce matin-là. Elle s'est assise devant moi et m'a étudié avec ses yeux sombres et sages. « Hai paura », a-t-elle dit. « Tu as peur, si. » « Di cosa ?» De quoi? J'ai réfléchi soigneusement. « Di perdere quello che ho costruito qui. De perdre ce que j'ai construit ici. » Margherita a hoché la tête. « Ma Elsa, quello che hai costruito è dentro di te. Non può essere portato via da una visita di un giorno. Mais Elsa, ce que tu as construit est à l'intérieur de toi. Ça ne peut pas être emporté par une visite d'un jour. » Elle avait raison. La paix que j'avais trouvée n'était pas dans l'appartement, n'était pas à Venise. Elle était en moi, dans le choix que j'avais fait, dans la dignité que j'avais récupérée. Charlène pouvait venir, pouvait rester un jour, pouvait dire ce qu'elle voulait, mais elle ne pouvait pas m'enlever ça, parce que maintenant je savais quelque chose de fondamental. J'étais suffisante, seule, sans validation externe, sans avoir besoin d'être utile pour être aimée. J'étais suffisante simplement en existant. La veille de l'arrivée de Charlène, je me suis assise sur le balcon avec mon carnet bleu. Le même balcon où je m'étais assise tant de fois ces derniers mois. Le même canal où glissaient les gondoles. Le même ciel qui changeait de bleu à orange à violet au coucher du soleil. Mais je n'étais plus la même femme. J'ai ouvert le carnet. J'ai feuilleté les pages. Des années de numéros de loterie. Le plan de fuite. Les premières notes à Venise. Des réflexions sur le karma, sur le pardon, sur le recommencement. Et j'ai écrit « 28 juillet demain, Charlène arrive. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si nous pourrons reconstruire quelque chose. Je ne sais pas si le vrai pardon est possible, mais je sais ceci. J'ai changé. Je ne suis plus la femme qui servait du café en espérant être remarquée. Je ne suis plus la mère qui acceptait des miettes en pensant que c'était de l'amour. Je ne suis plus la veuve brisée qui ne savait pas vivre seule. Je suis Elsa, 72 ans, peintre débutante, amie de Margherita, membre du groupe de tricot du mercredi, habitante de Cannaregio, femme qui s'est choisie elle-même. Et ça suffit. Si Charlène peut comprendre ça, tant mieux. Si elle ne peut pas, c'est bien aussi. Parce que maintenant, je sais quelque chose qui m'a pris 72 ans à apprendre. L'approbation qui compte le plus est la mienne. L'amour qui compte le plus est l'amour de soi. Et la vie qui compte le plus est celle que je choisis de vivre, pas celle que les autres attendent de moi. Pas celle qui me rend utile, mais celle qui me rend entière. Jean-Claude m'appelait « étoile ». Il m'a fallu 6 ans depuis sa mort pour comprendre ce qu'il voulait dire.
Les étoiles ne brillent pas pour plaire aux autres. Elles brillent parce que c'est leur nature. Et maintenant, enfin, je brille. Pour moi. J'ai fermé le carnet. Le soleil s'était complètement couché. Les lumières de Venise ont commencé à clignoter. Fenêtres illuminées, lanternes de rue, reflets dansant dans l'eau. De quelque part au loin, j'ai entendu de la musique. Violon. Probablement un musicien de rue près du pont du Rialto. Margherita est apparue sur son balcon, séparée du mien par seulement 2 mètres. « Tutto bene, Elsa? Tout va bien, Elsa ?» J'ai souri. Un sourire authentique, complet. « Si, Margherita. Tutto bene. » Elle a fait un signe de la main et est rentrée. Je suis resté quelques minutes de plus sur le balcon, respirant Venise, respirant la liberté, respirant la vie. Et j'ai pensé, peu importe ce qui arrive demain avec Charlène, peu importe si nous arrivons à reconstruire quelque chose ou pas, parce que j'ai déjà gagné. Pas contre elle, pas contre Matisse, mais contre la version de moi-même qui acceptait l'invisibilité, qui croyait qu'être utile était la même chose qu'être aimé, qui pensait que la solitude était pire que l'humiliation. Cette Elsa est morte le jour où j'ai découvert que j'avais 27 millions d'euros. Et une nouvelle Elsa est née. Une qui peint des aquarelles, une qui rit avec des voisines italiennes, une qui boit du spritz au crépuscule, une qui marche dans les ruelles de Venise comme si la ville était à elle, une qui a enfin compris, vivre n'est pas être utile aux autres. Vivre, c'est être vrai avec soi-même. Et moi, Elsa Legrosse, 72 ans, je vivais enfin, vraiment, complètement, librement. Je me suis levée, je suis entrée dans l'appartement, j'ai préparé du thé à la camomille. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre avec un livre de poésie italienne que Margherita m'avait prêté. Et j'ai lu jusqu'à ce que le sommeil vienne, tranquille, préparée, pour ce que demain apporterait. Parce que maintenant je savais, peu importe ce qui arrive, je suis suffisante, et je l'ai toujours été. Il m'a juste fallu 72 ans pour m'en rendre compte. Le Vaporetto a accosté à San Marcuola à 10h15 du matin le 30 juillet. Et elle était là, Charlène, ma fille. Je l'ai reconnue immédiatement, même à distance. Mais il y avait quelque chose de différent, pas juste dans les détails physiques. Les cheveux un peu plus courts, les vêtements plus simples, moins de maquillage. C'était quelque chose de plus profond, dans la posture, dans la façon de marcher. Elle n'avait plus cette rigidité de la femme qui vivait pour impressionner. Elle semblait plus petite, plus humaine, plus vulnérable. Nos yeux se sont croisés. Elle a hésité une seconde, ce moment où on ne sait pas si on doit embrasser ou garder ses distances. J'ai fait le premier pas, j'ai ouvert mes bras. Elle a couru, n'a pas marché, a couru, et s'est jetée dans mes bras comme elle ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Et elle a pleuré, pleuré comme je ne l'avais jamais vue. Des sanglots profonds qui secouaient tout son corps, des années de culpabilité, de regret, de douleur refoulée sortant enfin. Je l'ai tenue, je n'ai rien dit, j'ai juste tenu. Parce que parfois, il n'y a pas de mots. Parfois, il n'y a que l'étreinte. Nous sommes restés ainsi pendant un temps indéfini. Des touristes passaient autour. Des Vénitiens curieux regardaient discrètement. Mais je m'en fichais. Quand elle s'est enfin écartée, ses yeux étaient rouges, son visage mouillé de larmes. « Pardon, maman. Pardon, pardon, pardon. » J'ai tenu son visage entre mes mains. Ces mêmes mains qui avaient lavé tant de ses assiettes, qui avaient préparé tant de repas qu'elle avait mangés distraitement, qui avaient été invisibles pendant si longtemps. « Je sais », ai-je dit doucement. Nous avons marché dans les ruelles de Cannaregio. Charlène portait un petit sac à dos. Elle n'était venue que pour une journée, comme convenu. Je lui ai montré mon quartier, la boulangerie où j'achetais du pain, la petite épicerie où la propriétaire me saluait toujours avec un large sourire, la petite église où parfois je m'asseyais en silence, le pont d'où j'avais la plus belle vue du canal. Elle observait tout avec attention, pas juste en regardant mais vraiment en voyant, comme si elle essayait de comprendre non seulement le lieu, mais qui j'étais devenue. Nous sommes arrivés à mon appartement, petit, lumineux, simple mais accueillant. Charlène est entrée lentement, comme on entre dans un espace sacré. Elle a regardé les aquarelles sur les murs, mes peintures. Elle a touché les livres sur l'étagère, mélange de français et d'italien. Elle a observé la petite cuisine fonctionnelle, le balcon avec vue sur le canal. C'est beau, maman, vraiment beau. Merci. Elle s'est tournée vers moi. Tu sembles tellement différente. Je suis différente. Plus heureuse? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Plus moi-même. J'ai préparé du café. Nous nous sommes assises à la petite table de la cuisine. La même table où j'avais pris tant de café seul, où j'avais lu tant de livres, où j'avais tant écrit dans mon carnet bleu. Et nous avons parlé. Pas superficiellement, pas avec une politesse forcée, mais vraiment. Charlène m'a raconté la thérapie.
comment elle avait enfin compris les schémas de comportement qu'elle avait apportés de l'enfance. Comment elle avait toujours cherché l'approbation de figures autoritaires, d'abord du père, puis de Mathis. « Je me suis perdue en essayant de plaire », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je comprenais cela plus qu'elle ne l'imaginait. Elle a raconté le divorce. Comment Mathis avait réagi. Colère, puis déni, puis tentative de manipulation. Il a essayé de me faire croire que j'étais folle de partir, que je ne survivrais pas seule. « Et tu as survécu ?» Elle a souri. Petit, mais authentique. Plus que survivre, je commence à vivre. C'est bien. Il y a eu une pause. Charlène a touillé son café, cherchant des mots. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que j'ai été horrible, que j'aurais dû te défendre, que j'aurais dû dire à Mathis d'arrêter, que j'aurais dû te voir. » Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Mais j'étais tellement perdue dans ma propre vie que je ne voyais plus la tienne. Et maintenant je comprends ce que j'ai perdu. Pas ton argent, pas la maison, mais toi, ma mère. J'ai respiré profondément. Je l'ai regardée, vraiment regardée. J'ai vu la petite fille qu'elle avait été, l'adolescente difficile, la femme perdue. Et maintenant, peut-être, la femme qui essayait de se retrouver. Charlène, le pardon n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est un processus. Je comprends. Mais je peux te dire ceci, je ne te déteste pas, je ne suis pas en colère, je suis en paix. Et cette paix, je l'ai trouvée non pas en t'oubliant, mais en me choisissant. Elle a hoché la tête, des larmes coulant silencieusement. Tu mérites cette paix, toi aussi, tu mérites la tienne. J'ai passé la journée à montrer Venise à Charlène, pas les points touristiques, elle pouvait voir ça toute seule après, mais ma Venise. Les endroits qui étaient devenus importants pour moi. Je l'ai emmenée à la galerie de Giuseppe. Il l'a saluée chaleureusement et a montré mes aquarelles accrochées au mur. Charlène les a regardées en silence. Puis elle s'est tournée vers moi avec une expression de surprise authentique. « Tu as peint ça ?»« Oui, c'est magnifique, maman. Je ne savais pas que tu... Je ne savais pas non plus. » ai-je interrompu doucement. Mais maintenant je sais. Je l'ai emmenée rencontrer Margherita. Mon amie italienne était, comme toujours, dans la cuisine préparant quelque chose de délicieux. Quand elle nous a vus, elle a essuyé ses mains sur son tablier et a embrassé Charlène comme si elle la connaissait depuis des années. « Tu sais, la figlia di Elsa, benvenuta, benvenuta !» Elle a insisté pour que nous restions déjeuner. Et là, dans la petite cuisine chaleureuse de Margherita, toutes les trois avons mangé pasta et fagioli pendant que Margherita racontait des histoires drôles en italien que je traduisais pour Charlène. Il y a eu des rires, authentiques, légers, et Charlène a vu. Elle a vu comment j'avais construit une vie. Elle a vu que je n'étais pas seule. Elle a vu que j'avais des amis, une communauté, un but. Elle a vu que je n'avais pas besoin d'elle pour être heureuse. Et je pense que cela, plus que n'importe quel mot, a fait la différence. L'après-midi, nous nous sommes assises dans un petit café près du pont des Gugli. Nous avons bu du spritz. J'ai appris à Charlène à apprécier cette boisson orangée et amère. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Ai-je pensé en moi-même, me souvenant des CTA que j'avais planifiés il y a si longtemps. Mais ce moment n'était pas pour des pensées automatiques. C'était pour une présence totale. Charlène a brisé le silence. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi m'as-tu ouvert la porte? Après tout ce qui s'est passé, tu aurais pu me rejeter complètement. » J'ai regardé le canal. Une gondole passait lentement, le gondolier chantant doucement. « Parce que, ai-je dit finalement, garder de la rancune empoisonne seulement celle qui la porte. Et j'ai passé assez de temps empoisonné par d'autres. Je refuse de m'empoisonner moi-même. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie, ai-je continué, ou que tout redevient comme avant, parce que avant était toxique. Charlène a hoché la tête, absorbant. Ce que je t'offre, ai-je expliqué, c'est la possibilité d'un nouveau commencement, pas comme mère et fille que nous étions, mais comme deux femmes qui partagent du sang et qui, peut-être, peuvent apprendre à se connaître de nouveau. Sans attente, elle a pris ma main sur la table. Merci maman, c'est plus que je ne mérite, peut-être, mais ce n'est pas pour toi que je fais ça, c'est pour moi, parce que je mérite la paix, et la paix vient du pardon. En fin d'après-midi, nous avons marché jusqu'au Vaporetto. Charlène retournerait à Paris ce soir-là. Avant d'embarquer, elle s'est tournée vers moi. « Maman. Et Mathis? Quoi, Mathis? Est-ce que tu penses à lui ?» J'ai souri. Pas un sourire cruel, juste léger. Non, il n'a pas de place dans mes pensées. Il souffre, tu sais. Je sais, mais ce n'est pas ma responsabilité. Il a créé sa propre vie avec ses propres choix. Maintenant, il vit les conséquences. C'est ce qu'on appelle la justice. Charlène a hoché la tête lentement. Tu as raison. Le Vaporetto est arrivé, elle est montée. Elle s'est tournée sur le pas de la porte. Je t'aime, maman.
Ça faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ces mots. Et pour la première fois, je les ai crus. Je t'aime aussi, ma fille. On se reparle? Oui, quand tu veux. Le vaporetto est parti. Je suis restée au bord du canal, le regardant s'éloigner. Charlène a fait signe par la fenêtre jusqu'à disparaître de vue. Et puis, je suis restée seule à nouveau, mais pas solitaire. Plus jamais solitaire. Je suis rentrée chez moi lentement, absorbant Venise au crépuscule, le ciel orangé. Les lumières s'allumant aux fenêtres, l'odeur de nourriture venant des restaurants, les voix mélangées en italien, anglais, français. Quand je suis arrivée chez moi, Margherita était sur mon balcon. Elle avait utilisé la clé que nous avions échangée. Come è andata? Comment ça s'est passé? Je me suis assise à côté d'elle. Bene. Difficile, ma bene. Bien. Difficile, mais bien. Hai fatto la cosa giusta. Tu as fait la bonne chose. Lo spero. Je l'espère. Nous sommes restés en silence confortable, observant le canal. Une gondole est passée, puis une autre. La vie de Venise continuait son rythme éternel. Sai Elsa, a dit Margherita doucement. Quando mio marito è morto, pensavo che la mia vita fosse finita. Avevo 65 anni. Mi sembrava vecchia. Inutile. Tout ça est Elsa. Quand mon mari est mort, je pensais que ma vie était finie. J'avais 65 ans. Je me sentais vieille. Inutile. Mais ensuite, a-t-elle continué, Ho capito qualcosa. La vita non finisce quando qualcuno se ne va. Finisce solo quando smetti di sceglierla. J'ai compris quelque chose. La vie ne se termine pas quand quelqu'un part. Elle se termine seulement quand tu arrêtes de la choisir. Je me suis tournée vers elle. È esattamente quello che ho imparato. C'est exactement ce que j'ai appris. Elle a souri et a serré ma main. Per questo siamo amici. C'est pour ça que nous sommes amis. Ce soir-là, après que Margherita soit rentrée chez elle, je me suis assise à la table avec mon carnet bleu. Le même carnet qui avait accompagné mon voyage depuis le début, depuis les numéros de loterie jusqu'aux réflexions sur le karma, le pardon, le recommencement. J'ai ouvert à une page blanche, la dernière page, et j'ai écrit « 30 juillet ». Aujourd'hui, Charlène est venue. Je ne sais pas si nous reconstruirons complètement notre relation. Je ne sais pas si le pardon total est possible. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais ceci. Pardonner n'est pas oublier. C'est choisir de ne pas laisser le passé empoisonner le présent. Pardonner n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande force qui existe. Et pardonner n'est pas pour l'autre, c'est pour soi-même. Aujourd'hui, j'ai 72 ans, je vis à Venise, je peins des aquarelles, j'ai des amis, j'ai un but, j'ai la paix. Et j'ai appris ceci. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Il n'est jamais trop tard pour vraiment vivre. Jean-Claude m'appelait étoile. Et les étoiles brillent, non pas parce que quelqu'un les regarde, elles brillent parce que c'est leur nature. Il m'a fallu 72 ans pour comprendre ça. Mais maintenant je comprends. Et je brille. Pour moi. J'ai fermé le carnet pour la dernière fois. Je l'ai regardé. Couverture en cuir bleu usé, page jaunie, pleine de numéros, plans, réflexions, sagesse. Ce carnet racontait mon voyage. De l'invisibilité à la visibilité. De la souffrance à la paix. De la soumission à la liberté. Je me suis levée. Je suis allée sur le balcon. La nuit était étoilée, rare à Venise, normalement couverte de nuages. Mais cette nuit, les étoiles brillaient, et j'ai pensé à toutes les femmes qui peut-être m'écoutaient, les femmes invisibles, les femmes qui servent et ne sont pas vues, les femmes qui acceptent des miettes en pensant que c'est de l'amour, les femmes qui se sont perdues en essayant de plaire aux autres. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, ai-je murmuré aux étoiles, alors tout cela aura eu un sens. Et puis, haut et clair pour la nuit vénitienne, j'ai dit « Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. » Le vent doux de Venise a porté mes paroles. Les étoiles ont continué à briller. Et moi, Elsa Legrosse, 72 ans, peintre, amie, femme libre, je suis restée sur le balcon jusqu'à ce que le sommeil vienne, sachant que j'avais fait le bon choix, sachant que je ne serais plus jamais invisible, sachant que, enfin, j'étais chez moi. Pas dans une maison de murs et de toits, mais dans la maison que nous portons toujours avec nous. La maison que nous construisons quand nous nous choisissons nous-mêmes. La maison appelée dignité. Et dans cette maison, je vivrai pour toujours, libre, entière, brillante, comme j'aurais toujours dû être.